Monsieur, vous êtes bien Marchandise Thierry Pierre Marie, né à Uccle en 1947 et habitant à Les Bonvillers. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Marchandise, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous estimez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice de droits de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Merci. Monsieur Marchandise, en 1986 et en 1989, vous êtes intervenu comme substitut du procureur du roi dans le dossier de viol à charge de Dutroux. A. Quel était le modus operandi de ces faits? B. Quelles ont été vos réquisitions devant la Chambre du Conseil? Si vous permettez, Monsieur le Président, j'aurais souhaité, en début d'audition, faire une observation générale, si vous permettez, avant de répondre à votre question. Absolument, vous avez la parole, Monsieur Marchand. Bien, en commençant mon intervention, je voudrais vous dire combien les événements douloureux de l'été 1996, qui ont bouleversé la vie des parents et des familles de Julie, de Mélissa, de Anne, de Eefje, de Sabine et de Laetitia, ces événements ont été ressentis dans la région de Charleroi de manière sans doute plus pénible que partout ailleurs en Belgique. En effet, d'abord, ces événements dramatiques se sont passés chez nous. Ensuite, dans une région qui est encore marquée par un certain nombre de sinistres économiques, Marc Dutroux a, semble-t-il, assez bien utilisé les failles et les séquelles des chocs industriels en se présentant ou en se camouflant sous les dehors d'un ferrailleur marginal. Et enfin, parce que je pense qu'il a aussi dénaturé une des qualités essentielles qui me paraît être celle du pays de Charleroi aussi, et qui est la convivialité. Alors, dans ce contexte douloureux, lourd sur le plan psychologique et émotionnel, je voudrais dire que les magistrats de Charleroi, et j'en suis témoin, et les magistrats du parquet de Charleroi, ont malgré tout continué, plus qu'avant, en raison d'ailleurs de l'accroissement de la demande depuis cette époque-là, à recevoir dans leur cabinet longuement des citoyens qui venaient expliquer des situations et partager des situations extrêmement lourdes. Et le personnel administratif a participé à cet accueil dans une mesure que l'on imagine ne pas bien. Je voudrais vous dire aujourd'hui que les magistrats de Charleroi et le personnel employé du parquet de Charleroi est fatigué. Mais malgré tout, nous continuons à faire ce que nous avons commencé, et notamment dans la ligne de la restructuration du parquet de Charleroi qui a été mise en œuvre le 1er octobre. Nous avons notamment créé une section de délinquance urbaine qui est destinée à répondre précisément à une interrogation de la société civile en matière d'insécurité, qui est, comme chacun le sait, un des terreaux des extrémismes. En matière de maltraitance aussi, nous avons, depuis un certain temps, mis au point un certain nombre de projets, et je crois savoir que le parquet de Charleroi est le premier qui a rendu opérationnel, il y a maintenant une dizaine de mois, un studio vidéo pour les auditions des enfants abusés. Alors, entendons-nous bien quand je vous dis cela, je le dis à la fois avec
une certaine fierté, mais aussi une très grande modestie. Une certaine fierté parce que je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons mis sur pied avec un certain dynamisme et un certain enthousiasme, mais aussi avec une très grande modestie, car nous savons tous, autant à Charleroi qu'ailleurs, que beaucoup de choses doivent encore être faites et que c'est en permanence que le monde judiciaire doit se laisser interpeller par la société civile afin de rendre le meilleur service public de la justice. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et sur votre première question, Monsieur le Président, à propos de les réquisitions et le traitement du dossier que j'ai abordé en 1986, il est exact que j'ai traité moi-même le premier dossier de Marc Dutroux au tribunal correctionnel de Charleroi en 1986. C'est moi qui ai requis devant le tribunal correctionnel en mai 1988. Et mes réquisitions étaient précisément des réquisitions de condamnation. Vous savez qu'on a dit à un moment donné qu'il avait été question que cette affaire soit traitée par la cour d'assises. Alors, je vous ai apporté, comme vous l'aviez souhaité, l'échange de correspondance qui a été entretenu entre le parquet de Charleroi et le parquet général de Mons. Mais je vous avais déjà dit que la question de l'éventualité de soumettre cette affaire à la cour d'assises avait été abordée verbalement avec Monsieur le procureur général. Et c'est vrai que moi, je l'avais souhaité dans un premier temps parce que je considérais que les faits étaient graves, il y avait une multiplication de faits de viol, les victimes avaient crainte pour leur vie et ces viols avaient été accompagnés chaque fois de séquestration. Alors, les arguments qui m'avaient été opposés, et auxquels d'ailleurs j'avais souscrit, étaient de deux ordres. À la fois d'un ordre matériel, on m'avait signalé à l'époque, et je pense que c'est de fait l'époque du procès de la filière Borène, que la cour d'assises de Mons était encombrée d'affaires et que la cour d'assises avait déjà difficile à satisfaire à toutes les affaires classiques. Et d'autre part, il est exact qu'il y avait aussi un problème qui s'est d'ailleurs révélé et s'est confirmé à l'occasion d'une autre affaire d'assises relative à des affaires de mœurs. Il est vrai qu'une procédure d'assises pour des victimes de faits de mœurs est bien plus lourde à supporter qu'une procédure correctionnelle, même si elle se fait à huis clos, dans la mesure où la cour d'assises à huis clos a tout de même une présence de 12 jurés et d'un cérémonial qui est d'une autre importance que celui d'un tribunal correctionnel. Quand avez-vous été nommé procureur du roi à Charleroi, Monsieur Marchandise? Alors, j'ai été nommé le 23 octobre 1995. Je suppose qu'à un certain moment, vous avez été informé par Madame Troc de l'entretien qu'elle avait eu avec le maréchal des logis, chef Michaud, à propos du dossier Othello. Oui. Pouvez-vous nous dire à quelle époque cela s'est effectué et quelles ont été vos directives ou vos remarques? Alors, à propos de l'affaire Othello, Monsieur le Président, je voudrais vous dire qu'une partie de ce que je souhaite dire à la Commission, je souhaite le dire à huis clos, mais il y a un certain nombre de renseignements généraux dont je peux vous parler, à savoir que c'est peu après ma nomination, et je pense que c'est début du mois de novembre, que j'ai été informé par Madame Troc de l'existence de l'opération Othello. J'ai pris à ce moment-là connaissance du rapport du 25 août 1995 et j'ai eu un long entretien avec Madame Troc. Et ce rapport du 25 août, je l'ai annoté au crayon et j'ai adressé à Madame Troc une apostille dans laquelle je lui suggérais de faire un certain nombre de vérifications. Je suppose que vous reviendrez tantôt dans un huis clos pour nous donner plus d'informations. Je peux donner plus d'informations si vous le souhaitez à propos d'Othello, mais il y a trois raisons pour lesquelles je souhaite une partie de huis clos à propos de l'opération Othello. Le premier, c'est que je dois faire référence à la circulaire, aux deux circulaires, enfin la circulaire de 1990 qui a été modifiée en 1992. D'autre part, je dois faire état de personnes qui ont fait l'objet de vérifications dans le cadre d'Othello. Et en troisième lieu, je fais procéder actuellement encore à des devoirs à la suite de l'opération Othello. Je
propose qu'à la fin de l'audience, nous reviendrons sur ce point et que votre déclaration pour demander, la motivation pour demander le huis clos nous semble recevable. La cinquième question que je voudrais vous poser, votre apostille du 2 novembre 1995 à l'attention de Madame Troc est une apostille très précise et demande des devoirs d'exécuter qui portent directement sur Dutroux et les travaux qu'il effectue. Quelle réponse avez-vous obtenue lorsque vous avez remis votre apostille et le temps qu'on pouvait exécuter votre demande à ce point? Oui, il faut signaler que l'optique dans laquelle j'ai travaillé avec Madame Troc est la suivante. Je pense qu'il est peut-être même intéressant de rappeler quel est le rôle du procureur du roi à l'égard des opérations de technique policière particulière. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le rôle principal du procureur du roi est tout de même de s'assurer de ce que ces techniques, qui sont tout de même attentatoires ou intrusives à la fois de la liberté individuelle et de la vie privée, peuvent donner lieu à des dérives policières si un service de police utilisait ces techniques de manière arbitraire. Et donc le rôle du procureur du roi est de bien vérifier si les conditions qui sont fixées dans la circulaire de 1990 sont remplies, à savoir s'il y a bien une proportionnalité, c'est-à-dire si l'affaire est suffisamment importante que pour justifier que l'on n'emploie pas les techniques habituelles de police. Elle doit être subsidiaire aussi. Il faut aussi vérifier que les procédés que l'on va utiliser, que les services de police se proposent d'utiliser, soient des procédés légaux. Et d'autre part, il est aussi important de voir s'il n'y a pas, à l'occasion de cette demande de technique policière particulière, une atteinte injustifiée à la vie privée, ce qui pourrait être imaginable. Et le rôle du procureur du roi est justement un rôle de protection du citoyen, de vérifier ces éléments-là. Alors, ça, c'est un premier élément. Alors, par rapport à ce que Madame Troc m'a donné comme information et par rapport à la lecture des informations que j'avais découvertes dans le premier rapport Othello du 25 août, j'ai notamment demandé à Madame Troc que l'on s'assure de la fiabilité des informateurs. Dans la mesure où justement les informateurs qui étaient renseignés comme ayant donné un certain nombre d'informations au service de gendarmerie sont des informateurs non codés. Alors vous savez sans doute, si vous avez déjà pris connaissance de cette circulaire confidentielle, que la gestion des informateurs a fait l'objet d'une codification réglementaire par la circulaire ministérielle relativement précise. Les informateurs, notamment, doivent pouvoir être vérifiés quant à leur fiabilité, et on découvre d'ailleurs que le procureur du roi peut, dans un certain nombre de cas, et j'ai eu l'occasion dans une affaire, dire et demander qu'un informateur soit considéré comme non fiable et dès lors soustrait aux listes générales des informateurs. Cet encodage, et les raisons de cet encodage sont simples, c'est de vérifier que des informateurs ne puissent pas travailler avec plusieurs services de police différents et éventuellement opérer des manipulations entre différents services de police. Alors cette question du codage des informateurs, elle est importante car la fiabilité, j'ai entendu à Charleroi, et j'étais même un peu surpris, que 120 informateurs de la gendarmerie sont des informateurs non codés, c'est-à-dire des informateurs dont la fiabilité doit être étudiée au cas par cas. J'ai demandé à Mme Troc dès lors de s'assurer de cette fiabilité. Ça, c'était une des mesures importantes auxquelles j'ai demandé à Mme Troc de s'attacher. D'autre part, il me paraissait aussi important de vérifier, puisque l'on parlait de travaux, que l'on puisse vérifier auprès des informateurs si les travaux dont on avait déjà vu qu'ils avaient été exécutés en 1993 auraient pu évoluer. Et donc que les informateurs auraient pu donner des informations précises sur une évolution de travaux. Et enfin, j'avais aussi demandé qu'une enquête de patrimoine soit effectuée, puisque je considérais que M. Dutroux, qui avait fait une relativement longue peine de prison, avait, semble-t-il, l'occasion de circuler dans plusieurs véhicules, avait plusieurs habitations, et j'ai donc demandé une enquête de patrimoine. Je dois tout de même dire déjà ma surprise des réponses que Mme Troc a reçues à cette question-là, puisqu'on lui a dit que l'enquête de patrimoine se reflète plus tard, alors que nous avons appris, vous l'avez peut-être déjà lu, nous savons que par un rapport qui est antérieur à l'opération Othello, une partie de l'enquête de patrimoine sur Marc Dutroux était faite, puisque nous savions, et la gendarmerie savait, que l'intéressé, en tout cas le couple, bénéficiait d'indemnités d'à peu près 600 000 francs par an de l'INAMI. Mais alors je ne comprends pas fort bien que vous n'avez pas réagi et insisté beaucoup plus pour que
cet ordre que vous avez quand même donné de faire une instruction sur les moyens fiscaux et financiers du trou, qu'elle ne soit pas effectuée. Et la gendarmerie nous a répondu, et a répondu en tout cas à Mme Troc, puisque c'est elle qui gérait ce dossier personnellement, a répondu que l'enquête de patrimoine serait faite ultérieurement et que l'essentiel était, et je pense qu'à ce moment-là, je souscris à ce que Mme Troc me dit, l'essentiel est évidemment de vérifier les informations graves, mais qui ne sont jamais que des informations conditionnelles, vérifier s'il y a de fait bien des aménagements de cache pour des enfants et si les projets d'enlèvement sont bien ceux que les informateurs nous rapportent. Mais la commission peut donc considérer qu'il y avait un rapport et un lien assez important entre vous et Mme Troc sur l'affaire du trou, connaissant également les antécédents du trou. Je rappelle que j'avais une connaissance, je l'ai dit en commençant, j'avais une connaissance du dossier de Marc Dutroux, c'est exact. J'avais une connaissance des techniques qu'il avait utilisées, j'avais une connaissance de sa personnalité. Et sur ce plan-là, Monsieur le Président, j'insiste pour dire que nous avions affaire, et dans mon souvenir, et je pense aussi d'ailleurs dans le souvenir du juge d'instruction qui a instruit cette affaire en 85-86 et à qui j'en ai reparlé, nous avions affaire à un pervers sexuel grave, mais certainement pas un pédophile. La question s'est posée de savoir, tiens, mais tout de même, il y a dans cette affaire des éléments qui peuvent laisser penser qu'on a affaire à un pédophile. Alors j'insiste tout de même pour dire que dans les 5 enlèvements que M. Dutroux a fait dans ces années-là, 3 enlèvements concernent des jeunes filles de 18 ans et demi, 19 ans. Je me souviens d'ailleurs qu'une des 3 jeunes filles était étudiante en médecine. Et 2 enlèvements de fait de plus jeunes demoiselles, une de 15 ans et demi, c'est exact, et une de 11 ans et demi. Alors, en reprenant mes notes à propos de cette dernière situation, j'ai retrouvé un procès-verbal que j'avais gardé et qui est une audition du complice de Marc Dutroux, celui d'ailleurs qui a permis, me semble-t-il, d'obtenir les condamnations dans la mesure où sa moralité était certainement fort différente de celle de Marc Dutroux. Je pense qu'il avait encore une certaine humanité. Et c'est lui qui a rapporté que l'enlèvement de cette jeune fille et les faits graves de violations sexuelles qui ont été commis, de viols qui ont été commis dans un box de garage, il a rapporté que Marc Dutroux lui a dit après qu'il s'était plaint que cette jeune fille était beaucoup trop jeune et pas assez formée. Ces propos qui ont été tenus par le complice de Marc Dutroux nous ont confirmé que nous n'avions pas affaire à un pédophile. Et dans les éléments de moralité qui sont repris à l'époque, et notamment une audition de la mère de Marc Dutroux, celle-ci explique très clairement que son fils est un obsédé sexuel, qu'il a une très grande expérience sexuelle et que toutes les femmes qu'il rencontre dans la rue ne sont jamais pour lui considérées que comme des objets sexuels. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, on avait retrouvé à son domicile des photos de femmes, des femmes nues, mais des femmes formées. C'est un élément important parce que je pense que tous ceux qui ont en tout cas géré le dossier en 1986 ont eu le sentiment manifeste d'avoir affaire à un pervers sexuel grave, mais de ne pas avoir affaire à un pédophile. Je retourne à votre remarque d'il y a quelques instants. Vous avez dit qu'on travaillait avec des informateurs codés, mais est-ce que vous pouvez accepter que les services de police travaillent avec des informateurs non codés? Parce que jusqu'à présent, dans les dossiers qui nous sont soumis, on constate que les informateurs avec lesquels on travaille sont des informateurs non codés. C'est une question générale qui a été abordée, Monsieur le Président, à l'occasion d'une réunion de tous les procureurs du roi du pays sur les problèmes de la criminalité organisée et des informateurs. Je pense que c'est une question qui n'est pas encore réglée. Et c'est une question extrêmement difficile parce qu'il est clair que les services de police, quand ils doivent aller au contact avec le milieu, ne peuvent pas recevoir d'informations en restant dans leur bureau. Alors, ces rencontres avec le milieu sont des rencontres difficiles parce qu'à la fois, il faut infiltrer des milieux tout à fait particuliers. Les risques sont grands. Si vous allez très fort au contact au milieu, les risques sont grands que le milieu vous manipule
et apprennent plus de choses sur les services de police que les services de police veulent en apprendre sur le milieu. Je pense que l'organisation, et je pense qu'on y pense sur le plan de l'organisation législative, à codifier ces questions-là. Je pense que dans la situation actuelle, les informateurs et les responsables des services de police qui vont au contact des informateurs ne sont pas suffisamment encadrés ni par un officier de police, ni pas sur le plan psychologique. Je pense que la rencontre d'un informateur est une technique difficile, et nous savons que dans d'autres pays, il y a tout un staff psychologique qui encadre les policiers qui vont au contact du milieu. J'ai eu l'occasion de découvrir dans des affaires disciplinaires combien en réalité, parfois, quand le policier n'est pas bien encadré, la pêche aux informations est relativement limitée. Et par contre, je pense que certains milieux interlopes découvrent un certain nombre de choses sur les organisations policières. Donc je pense que c'est une question difficile qui doit être réfléchie. Et je pense que pour aller dans un contact avec un milieu, surtout quand il s'agit d'un milieu de grande criminalité, je pense qu'il faut absolument travailler suivant la circulaire de 1990 et avoir là un informateur codé, dont on sait et dont tous les services de police savent avec qui il est en contact privilégié. Vous pouvez donc affirmer qu'il est impossible pour le parquet de diriger une enquête ou une information si on utilise des informateurs non codés. Ce n'est pas impossible de diriger une information, mais c'est pour cela que, dans cette situation-ci, par exemple, à ma demande, Mme Troc a cherché à savoir quelle était la fiabilité de l'informateur non codé. Parce qu'il est clair aussi qu'un informateur non codé, un informateur, et Mme Troc vous l'expliquera peut-être mieux elle-même, la recherche notamment des antécédents d'un informateur peut être extrêmement éclairante pour voir si ce n'est pas un informateur qui éventuellement peut avoir participé pour partie au fait qu'il dénonce. La commission a pu constater qu'il y avait une tentative de meurtre et de viol à Aubet-Busset, le 29 novembre 1995. Quel était le substitut de votre parquet qui a traité cette affaire? Cette affaire a été traitée par Madame le substitut Delpierre, et c'est Madame Étienne qui en était le juge d'instruction. Mais si vous me posez des questions plus précises, je souhaiterais m'en expliquer à huis clos parce qu'il y a des devoirs actuellement en cours dans cette procédure-là. On y reviendra au huis clos. Avez-vous connaissance de l'entretien du 29 novembre 1995 avec Madame Troch, le colonel Legros, le maréchal de logis Pettens et Michaud, ainsi que Monsieur Kaiser? Est-ce que vous en êtes au courant et qu'est-ce qu'on vous a donné comme information sur ce contact? Madame Troc m'a informé de cette rencontre. Madame Troc m'a informé du contenu de cette rencontre. Je voudrais connaître votre appréciation sur l'opération Othello qui a été menée. Est-ce que vous êtes d'avis que cette opération s'est produite d'une façon professionnelle, ou est-ce que vous estimez qu'il y a quand même des problèmes qui se sont posés dans cette opération? Il y a manifestement des problèmes qui se sont posés dans cette opération. Il faut savoir que le cadre dans lequel cette opération de technique policière particulière, qui était donc une mise sous observation prolongée de Marc Dutroux, a été placée sous un cadre, une rubrique traite des êtres humains, et éventuellement d'ailleurs éventualité d'un trafic international de voitures qui pourrait se situer dans le voisinage d'une des habitations de M. Dutroux. Alors, les deux informations qui sont données sont donc l'aménagement de caches et les projets d'enlèvement de jeunes filles. Alors, le but de l'observation était manifestement de pouvoir vérifier les éléments d'information que ces indicateurs, ces informateurs avaient donnés au service de gendarmerie. Je pense que ce rapport Othello n'est pas un rapport concernant Julie et Mélissa, mais alors je dois aussitôt donner un mot d'explication sur une question que vous me poseriez, qui est de savoir comment on peut interpréter la référence dans le rapport Othello à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Alors je pense que c'est vraiment important que l'on puisse se situer à l'époque des faits et peut-être faire abstraction d'un certain nombre d'éléments
que vous savez et que je sais aussi maintenant, mais que le parquet de Charleroi ne savait pas à l'époque. La rubrique qui est indiquée en tête des deux rapports, celui du 25 août et celui du 29 novembre, parce que celui du 1er septembre est un rapport très ponctuel, simplement il concerne le placement d'une caméra fixe. Ces deux rapports indiquent clairement que les rumeurs sur le comportement de Marc Dutroux sont amplifiées à l'occasion de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Alors je rappelle que le cadre est tout de même celui de la traite des êtres humains, et je vais vous dire quelle lecture le parquet a fait de cette allusion à l'enlèvement de Julie et Mélissa. La lecture que le parquet en fait est la suivante, c'est que, selon nous, la nouvelle de l'enlèvement des deux jeunes filles a rappelé à des informateurs des renseignements qu'ils ont reçus ou qu'ils ont eus directement de Marc Dutroux et qui leur font penser que l'intéressé est capable de commettre dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi des faits du même genre, des faits de même nature que ceux qui ont été commis à l'égard de Julie et Mélissa. Je vous dirai à huis clos, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout ce que le parquet de Charleroi n'a pas su autour de cette période et plus tard, et qui, à mon avis, aurait entraîné dans le chef du parquet une toute autre attitude. Parce que, pour reprendre une expression qu'un des témoins précédents que vous avez entendu a utilisée, pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, je pense que le rapport Othello aurait dû être indiqué au niveau du cadre concerne l'enlèvement de Julie et Mélissa, recherche d'éléments objectifs matériels. Ce n'est pas ça qui se trouve dans le rapport, c'est simplement l'allusion à une rumeur. Cette rumeur, je vous ai dit comment le parquet de Charleroi l'avait interprétée, et cette interprétation, je pense, elle est confortée par deux éléments. Le premier élément, c'est que dans les rapports du 25 août et du 29 novembre, il n'est jamais fait allusion ni de près ni de loin par les informateurs que Marc Dutroux aurait enlevé Julie et Mélissa. Or, nous savons tout de même que les informateurs qui ont été très proches de Marc Dutroux, puisque certains ont travaillé, un a travaillé à Sarre-la-Buissière, l'autre a travaillé à Marché-d'Aupont, ils ont eu donc des contacts extrêmement réguliers avec Marc Dutroux. Aucun ne laisse entendre que Marc Dutroux a enlevé Julie et Mélissa. Deuxième élément, c'est que les gendarmes n'ont jamais non plus laissé entendre aux magistrats du parquet de Charleroi que Dutroux pourrait être suspect de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Et il y a un élément objectif à cet égard-là, et il se trouve dans le procès-verbal que le colonel Lemasson va rédiger le 28 août 1996, par lequel il fait tous les rétroactes de cette affaire. Et vous verrez qu'à propos de cette réunion du 29 novembre, où a été abordée la question d'un éventuel procès-verbal, de la rédaction d'un éventuel procès-verbal, alors d'ailleurs que le premier rapport du commandement de la gendarmerie laisse entendre que le parquet a refusé la rédaction d'un procès-verbal, initiative qu'aurait voulu avoir la gendarmerie. La gendarmerie de Charleroi, très correctement, explique dans quelles conditions et dans quel contexte on a discuté de la rédaction d'un procès-verbal éventuel. Alors, il a été question d'un procès-verbal prenant les déclarations des auteurs d'informations, et la gendarmerie dit ils ne feront pas de déclaration écrite. Il avait aussi été envisagé que les intéressés fassent des déclarations anonymes, et là aussi cela avait été écarté parce que la gendarmerie avait dit ces témoins, même s'ils font des déclarations anonymes, ont bien trop peur de Marc Dutroux et pourraient d'ailleurs être identifiés facilement par Marc Dutroux, ce qui me conforte dans l'idée que ce sont des informateurs qui étaient tout de même tout près de Marc Dutroux et qui ont su un certain nombre de choses. La troisième option qui avait été proposée par Madame Troc était qu'elle transforme le rapport du 25 août en un procès-verbal elle-même. Et elle dit très clairement, mais si je fais cela, je ne pourrai tout de même pas, avec les éléments que j'ai, mettre à l'instruction et obtenir mandat de perquisition. Et à cette question-là, la gendarmerie ne répond pas en disant « mais écoutez, Madame Troc, ce n'est pas difficile, mettre à l'instruction, ça ne pose pas de difficulté. Il y a une instruction à Liège. » Or, on ne dit pas à Madame Troc « vous n'aurez pas de difficulté de mettre à l'instruction, il y a une instruction à Liège », on ne le lui dit pas. Ce qui me conforte, et ce qui conforte le parquet, dans l'idée qu'en tout cas, avec les éléments que nous avons eus,
on était dans l'hypothèse de ce que Marc Dutroux aurait pu opérer dans la région de Charleroi des affaires du même genre que celle de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Et donc, le rapport Othello du 25 août n'a au départ pas la vérité que l'histoire, me semble-t-il, va lui donner. Mais quelles informations avez-vous alors eues? Tantôt, vous me dites que vous voulez parler à huis clos pour nous donner les informations que vous n'avez pas eues. Mais quelles informations au précis vous avez bien reçues? Les deux rapports du 25 août et du 29 novembre. On peut donc accepter que les rapports étaient incomplets, ce qu'on vous a remis. Les rapports... Ce n'était pas l'entièreté des informations dont on possédait. Ça, je répondrai à huis clos, Monsieur le Président. Je pense que nous n'avons pas reçu toute l'information. Cela, ce serait à l'encontre des circulaires. Exactement. Le 31 janvier 1996, vous avez décidé de classer le dossier Othello. Pourquoi? Alors, c'est de fait le 25 janvier 1996 que j'ai classé l'opération Othello. J'ai reçu le rapport de clôture de la gendarmerie qui me signalait qu'il suspendait l'opération Othello pour 3 motifs. D'abord parce que la personne que l'on observait avait été placée sous mandat d'arrêt et donc il n'y avait plus lieu à surveillance. Pour un second motif, c'est qu'il n'y avait pas d'un manque d'informations, c'est-à-dire qu'on n'avait pas reçu plus d'informations probablement que celles que l'on avait au mois d'août 1995, et enfin par manque d'indices matériels. Alors, cette suspension d'une opération de technique policière particulière se représente de manière régulière. Il est tout à fait possible que la gendarmerie, sur base d'un élément nouveau, reprenne une opération qui avait été entamée et la complète par de nouveaux renseignements parce que, éventuellement, un informateur ou un élément est obtenu par un procès-verbal ou par un renseignement ou par une voie quelconque, et on relance alors une opération qui a été provisoirement clôturée. Voilà les 3 motifs pour lesquels nous avons clôturé l'opération. Donc une clôture provisoire. C'est une clôture provisoire jusqu'à plus ample informé, si on peut utiliser l'expression. Qui, selon vous, aurait dû assurer la transmission des informations de Charleroi à Liège, parce que la commission a pu constater que dans votre audition devant M. Velu, vous estimez que cette mission revient au BCR. Pouvez-vous expliquer? Bien, alors évidemment, il y a une partie des explications qui compléteront ce que je viens de dire à huis clos, mais essentiellement, nous n'avons pas transmis au parquet de Liège les renseignements que nous avions en notre possession d'abord, en raison de la conception que je vous ai donnée, de la lecture que nous faisions des rapports du 25 août et du 29 novembre. En second lieu, parce que tous les éléments d'information que nous avions reçus étaient tous négatifs, en ce sens que, à la fois, les observations ne produisaient pas d'éléments objectifs, les perquisitions de 93 ne donnaient pas des informations particulières. Nous savons que ces perquisitions ont été négatives, puisqu'elles n'ont pas permis de découvrir la confirmation de l'information qui était que l'on aménageait des caches ou des cellules. Et enfin, la perquisition de 95, qui alors fait très clairement dans la perspective d'éventuellement conforter les informations qui avaient été données. Les 2 perquisitions qui ont été faites en décembre 95 ont elles aussi été négatives. Il y a aussi l'élément suivant lequel toutes les informations que Charleroi avait transmises dans ces 2 rapports ont été envoyées en copie au BCR de gendarmerie. Et il est évident que, naturellement, nous imaginions que le BCR, qui a tout de même une fonction essentielle de coordination et de centralisation de l'information, faisait remonter les informations, encore qu'elles étaient négatives, là où elles devaient remonter. Nous ne pouvons pas, évidemment, refaire entièrement et le monde judiciaire et le monde policier et de vérifier si chacun réalise le travail comme il faut, parce que si chaque policier de terrain fait son travail convenablement, jusqu'à vérifier si le messager met bien les lettres dans les enveloppes ou si le courrier est bien signé quand on l'expédie.
Mais pouvez-vous accepter que même une information négative pourrait être utile pour Liège? Ou d'office, ce genre d'information devait être exclu? Je pouvais bien considérer qu'éventuellement des informations négatives pourraient être utiles pour Liège, parce que Liège pouvait avoir une autre lecture que Charleroi, des informations que Charleroi avait reçues. Mais j'insiste pour vous dire que je pense que Charleroi n'a pas reçu toutes les informations. Mais nous y reviendrons à huis clos. Quelle est la politique et la pratique dans votre parquet pour la matière de libération conditionnelle? Alors, en matière de libération conditionnelle, la pratique, je pense, est celle que vous avez entendu expliquer par l'ancien ministre de la Justice, M. Wathelet, et l'actuel ministre de la Justice, c'est de considérer que, de fait, on ne propose la révocation d'une libération conditionnelle qu'à partir du moment où un jugement définitif a été prononcé. Vous savez que cette pratique ministérielle a été confirmée et les services des cas individuels, d'ailleurs, travaillent en privilégiant la présomption d'innocence, et ce n'est que donc quand une condamnation définitive intervient que le parquet peut éventuellement proposer la libération conditionnelle. C'est une pratique que nous avons adoptée depuis les années 90. C'est exact cependant de dire que nous pouvons légalement, en vertu de l'article 6, proposer l'arrestation provisoire, en tout cas non pas proposer, mais décider d'une arrestation provisoire, aviser le ministre de cette arrestation pour qu'il puisse la confirmer. C'est une pratique que le parquet de Charleroi a utilisée dans les années 80, que nous avons renoncé d'utiliser parce que nous avons été désavoués dans ces années-là par le ministère. Les arrestations provisoires n'ont pas été suivies par le ministère et donc nous n'avons plus utilisé cette procédure-là. Et est-ce que cette ancienne méthode de travailler, où vous avez été désavoué, comme vous le dites, n'était pas nécessaire dans un cas comme Dutroux, surtout que vous connaissiez ses antécédents et en sachant que ce n'était pas n'importe qui? Alors je pense que c'est relativement important de tout de même dire que si c'est un libéré conditionnel particulier, il faut voir si d'une part les faits nouveaux qu'il aurait commis sont d'une gravité suffisante que pour entraîner une révocation de libération conditionnelle, et d'autre part s'il manifeste une certaine inconduite. Alors pour l'année 93, je pense que Mme Favaro vous a expliqué en détail ce qu'elle avait découvert dans son dossier. C'est une époque que moi je n'ai pas connue, mais pour la période 93, je pourrais même ajouter que si nous avions obtenu un jugement définitif pour les faits commis en 93, je ne peux pas évidemment présumer de l'attitude que le ministre aurait adoptée, mais par comparaison avec d'autres affaires où nous avions eu un condamné à une peine relativement lourde par la cour d'assises d'une quinzaine d'années, qui avait commis quelques vols pour lesquels il a été condamné à des peines totales de 11 mois, le ministère avait estimé qu'il ne fallait pas remettre à exécution en raison de l'importance de la peine restante à exécuter. Donc il n'est pas certain du tout qu'ayant obtenu un jugement définitif, nous ayons, si nous l'avions demandé, obtenu du ministre de la Justice la révocation de la libération conditionnelle pour les faits de 93. En ce qui concerne alors les faits de 95, vous avez entendu le juge d'instruction à propos de ces faits-là. S'ils ont pu paraître relativement graves au début, je pense que la suite de l'instruction a tout de même démontré que ce qui paraissait être une séquestration extrêmement dramatique, aujourd'hui, ont une connotation relativement différente. Je signale d'ailleurs que entre les faits qui se situent le 5 novembre et l'arrestation de M. Dutroux qui se situe, je pense, le 6 décembre, Marc Dutroux a été en contact avec les personnes qu'il avait séquestrées, sous l'initiative, semble-t-il, de M. Weinstein. Et vous verrez d'ailleurs, si vous lisez la lettre qui apparaît à la fin de l'instruction de M. Laurent, que Marc Dutroux écrit longuement. Mais il faut se situer à cette époque, en ignorant ce que nous savons aujourd'hui des événements de l'été 96. À cette époque-là, Marc Dutroux souhaite se présenter et expliquer les événements qui se sont passés, le fait qu'il ait accompagné Weinstein et que c'est vrai que c'est au domicile de M. Weinstein que les séquestrations auront lieu, et il explique très clairement qu'il s'est laissé entraîner et qu'il ne souhaite pas que l'on considère que ces faits puissent porter atteinte à sa libération conditionnelle. Il souhaite absolument se présenter comme un libéré conditionnel modèle, comme vous l'a dit l'ancien ministre Wathelet, et je pense que son comportement général dans le cadre de la libération conditionnelle est de ce type,
est celui de quelqu'un qui veut absolument montrer qu'en matière de libération conditionnelle, il respecte entièrement les décisions qui ont été prises et les conditions qui lui ont été mises à sa libération. C'est par exemple assez significatif de constater qu'il se présente spontanément après sa libération en mars 1996 auprès de la tutelle pénitentiaire. Et donc, en 1995, à la fois, les faits ne sont peut-être pas d'une gravité telle qu'ils ont été initialement analysés, et d'autre part, je pense que sur le plan de l'inconduite, il est clair qu'il faut rappeler tout de même que la notion d'inconduite qui est prévue dans la loi de 1888 et dans l'arrêté royal de 1921, c'est une notion qui, en 80 ou 100 années, a pu évoluer. Il est clair que si nous devions considérer aujourd'hui les comportements généraux de tous les livrets conditionnels, on ne peut pas dire que tous ont des conduites irréprochables et ne manifestent pas occasionnellement un écart de conduite. Alors la question de savoir si cet écart de conduite doit justifier une révocation de libération conditionnelle, je pense que la criminalité aujourd'hui évolue, et c'est vrai que la violence évolue aujourd'hui, et le substitut qui a traité ce dossier, parce que c'est pas moi qui ai traité directement le dossier de 95, a considéré que ces faits-là ne justifiaient pas une révocation spontanée, une demande de révocation spontanée. Quel est votre avis personnel sur les raisons ou les causes de l'échec de cette enquête, M. Marchandis? Alors, je pense qu'il y a, à mon avis, trois raisons principales à l'échec de cette enquête. Je vois en tout cas, moi, trois raisons. C'est une question qui nous obsède au parquet de Charleroi depuis, et je pense dans d'autres parquets, depuis l'été 96. Et une première raison, je la verrai dans la personnalité de Marc Dutroux. Je vous ai dit en commençant que je pense qu'il a bien utilisé le tissu sociologique de la région de Charleroi pour s'y camoufler. Et il se révèle tout de même une personnalité double. À la fois sur le plan de la libération conditionnelle, il se présente comme un personnage respectant scrupuleusement les règles que la société lui impose. Et il prend contact notamment avec la tutelle pénitentiaire dès qu'il est libéré. Vous verrez, si vous lisez la lettre qu'il écrit au juge d'instruction Laurent en fin de cette enquête, vous verrez de manière très claire comment il souhaite se présenter. Et puis par ailleurs, il se présente par les faits qu'il a commis, avec, me semble-t-il, une inhumanité qui est aujourd'hui hors norme. Je suppose que vous avez tous été impressionnés de voir quand le commandant Legros vous a expliqué que lorsqu'on a découvert les jeunes filles Julie et Mélissa, de toutes les personnes qui étaient présentes, seul Marc Dutroux n'a pas manifesté de réaction. Et je pense que cela souligne combien Marc Dutroux est un personnage hors norme sur le plan de la déshumanisation. D'autre part, je suis tout de même impressionné, toujours à propos de la personnalité de Marc Dutroux, de voir que tous les enlèvements qu'il a commis l'ont été dans des arrondissements différents. Aucun des enlèvements qu'il a commis n'a été fait dans le même arrondissement. On peut imaginer que de ce côté-là, il y a une certaine volonté de sa part d'avoir travaillé de cette manière-là. Et enfin, quoi qu'on ait dit, je pense que la cache qu'il a réalisée à Marcinelle était tout de même une cache extrêmement sophistiquée. Je pense qu'aucun policier, dans leur longue expérience, n'a eu l'occasion de rencontrer, en matière de police, une cache aussi sophistiquée que celle-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas pu commettre ni réaliser ses travaux tout seul. Voilà un premier élément, me semble-t-il, qui est une des raisons, en tout cas personnelles, que je vois à cet échec, c'est celle de la personnalité de Marc Dutroux. Une deuxième raison, me semble-t-il, et je m'en expliquerai plus à huis clos, c'est le manque de transparence entre un certain nombre de services, le manque de transparence des renseignements qui auraient dû circuler entre certains services. Et une troisième raison, me semble-t-il, c'est la multiplicité des lieux de centralisation de l'information. Vous savez déjà qu'il y avait une cellule de crise à Liège, il y avait une certaine centralisation qui se faisait au BCR de la gendarmerie, il y avait un juge d'instruction chargé d'une partie de l'enquête à Liège, on a chargé un juge d'instruction d'une autre partie de l'enquête à Charleroi.
Alors je voudrais ajouter tout de même deux remarques, je pense, plus générales. C'est que probablement, et c'est une proposition à faire, c'est que dans les matières d'enlèvement d'enfants, je crois qu'il est indispensable que l'on définisse un lieu de centralisation de toute l'information policière et éventuellement une autorité judiciaire qui travaillerait en transparence absolue avec ce lieu de centralisation des informations policières. Ça, c'est une première chose que je voudrais vous dire. Et alors, il y a une deuxième perspective possible aussi, c'est de travailler sur un seul nom. On aurait pu dire, et on pourrait imaginer que dans certaines affaires, on travaille sur un nom. Alors, c'est vrai que déjà au parquet de Charleroi, dans certaines matières criminelles, je pense à la criminalité organisée en matière de stupéfiants, on travaille à partir d'un nom et on collecte toutes les informations sur un seul nom. C'est une initiative de M. Mathieu qui coordonne la cellule de trafic de stupéfiants à Charleroi et cela donne des résultats. Mais cela consomme énormément d'énergie, cela nécessite beaucoup de réunions de coordination. C'est aussi une piste que l'on imagine dans d'autres domaines de la criminalité organisée et par exemple aussi en matière de délinquance urbaine, on imagine aussi de centraliser les informations sur un seul nom. Mais cela veut aussi dire qu'il faut un changement d'organisation administrative. Il faut savoir que le personnel administratif du parquet de Charleroi, c'est 120 personnes, plus les magistrats. Et ça nécessite, me semble-t-il aussi, sur le plan de l'informatisation, une organisation informatique plus poussée que celle qui est seulement en train de s'ébaucher à Charleroi. Je retourne sur votre remarque où vous dites que, en somme, une information devrait être guidée par le parquet. Mais comment vous trouvez que cela est concevable avec la manière de travailler ici où le BCR, qui quand même échappe à un contrôle juridique, si je puis m'exprimer ainsi, comment le BCR est le responsable pour l'échange de l'information juridique? Parce que c'est ainsi que ça a été traité dans cette affaire-ci. Il me semble que c'est inconcevable. Quelle est la raison de la méthode de travail pareille? Et estimez-vous que c'est vraiment une des charnières pour laquelle l'enquête n'a pas fonctionné comme ça devrait l'être? Le BCR, je suppose que vous avez l'occasion de rencontrer des dirigeants du BCR. Le BCR est l'office de centralisation des informations de la gendarmerie. Vous savez que la police judiciaire a elle-même une sorte de BCR qui est la BNB, qui centralise les informations de la police judiciaire. Alors je pense que le BCR, tant le BCR que la BNB, ne peuvent jamais être autre chose que des centralisations d'informations policières. Mais il faut voir si dans une affaire particulière, le BCR doit être l'organe centralisateur de l'information ou simplement une courroie de transmission pour une cellule particulière installée à un endroit particulier, et donc que le BCR soit simplement l'organe qui alimente en information une autre cellule. Parce que je pense qu'il n'est pas imaginable que le BCR qui est centralisé à Bruxelles puisse nécessairement centraliser toutes les informations sur toutes les affaires et organiser la coordination générale. Je crois que dans l'affaire, par exemple, ici, puisqu'il y avait une cellule de crise à Liège, il aurait été intéressant de considérer que c'était la cellule de crise à Liège qui rassemblait toutes les informations et que le BCR qui coordonnait les informations de la gendarmerie et la BNB coordonnant les informations de la police judiciaire puissent l'un et l'autre envoyer à la cellule de crise toute information utile dans le cadre de cette affaire-ci. L'information juridique, ça c'est autre chose, ou l'information judiciaire, là ne mélangeons pas les choses, à chacun à sa place. La police fait un travail de recherche, les magistrats font un travail différent qui est un travail judiciaire. Et là, il fallait une unité judiciaire, mais l'unité judiciaire, je pense qu'elle existait, je pense que c'était le parquet de Liège, j'y reviendrai à huis clos. Dernière question assez délicate. Avez-vous un entretien avec vos substituts et vos premiers substituts en vue de la préparation de l'audition d'aujourd'hui? Alors, nous avons évidemment, depuis la fin de l'été, pas mal d'échanges entre les magistrats qui ont traité cette affaire. Nous avons aussi eu une réunion spécifique sur la question du secret professionnel et notamment de savoir ce qui pouvait être dit ou ne pas être dit à l'occasion des travaux de cette commission. Il est évident que pour le reste, chaque magistrat sait, et il prête serment, il sait ce qu'il peut dire, ce qu'il doit dire. Chers collègues, je vous invite pour poser des questions. Monsieur Moreau.
Président, je voudrais revenir à un point qui me paraît tout à fait central dans la déposition de Monsieur le procureur du roi Marchandise. C'est quand il nous dit, et il nous dit ce qu'il avait dit dans une émission de télévision, qu'aux yeux du procureur du roi, du parquet de Charleroi, il n'y aurait pas de véritable rapport à déceler entre Dutroux d'une part, Julie et Mélissa de l'autre, l'opération Othello d'une part, Julie et Mélissa de l'autre. Je suppose que M. le procureur du roi se rend bien compte que c'est un point central pour l'appréciation de ce dossier. Moi, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre. Le rapport du 25 août qui est remis à Mme Robert, parce que si j'ai bien compris, en fait, M. le procureur du roi semble nous dire qu'il y aurait eu rétention d'informations de la gendarmerie, mais le rapport du 25 août, 3 pages, signé par le capitaine commandant Legros, est tout de même un rapport très instructif, qui fait référence dans le cadre général expressis verbis à la disparition des 2 jeunes filles, Julie et Mélissa. On ne peut donc pas dire que l'attention n'est pas attirée dès le début du rapport sur cette disparition qui doit sauter aux yeux. Qui plus est, dans la description qui est faite, toute une série d'éléments, aménagement de caves, Dutroux aurait proposé à certaines personnes de participer à des rapts d'enfants dans la région de Malines, il ne s'agit pas de l'arrondissement de Charleroi, la possibilité de gagner facilement de l'argent, 150 000 francs belges en se postant à la sortie d'une école, enlever une jeune fille. Dutroux aurait confirmé les transformations dans les caves de ces immeubles afin d'y aménager un genre de cellule pour accueillir les filles avant de les expédier à l'étranger. Bon, quand on lit ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que on a normalement la puce à l'oreille. Et qu'un magistrat curieux devrait quand même se poser des questions. Alors, bien sûr que tous les rapports de la gendarmerie qui sous-tendent ce rapport-là ne sont pas en annexe, c'est vrai. Mais il ne me paraît pas inintéressant, en tout cas alors, si on a des doutes, d'interroger l'auteur du rapport et de demander les autres rapports. Si on avait demandé les autres rapports, Monsieur le procureur du roi, on aurait vu que tous les échanges de correspondance de Charleroi vers Grasse-Sologne portent en référence enlèvement de Julie et Mélissa. Il y a un paquet, je ne vais pas le reciter, je l'ai déjà fait précédemment. Pour demander les rapports, M. Moreau, il aurait fallu savoir qu'ils existent. Il y a un paquet, oui, mais ça, oui, Monsieur le procureur du roi, je crois que c'est une question de savoir si on veut ou non s'informer. Et alors, j'entends que vous nous dites que ce qui vous a préoccupé quand vous avez eu connaissance de ce document, parce qu'en fait, Mme Robert ne vous en a pas donné connaissance. Vous n'en avez eu connaissance que par la suite, quand, si j'ai bonne mémoire, Mme Troc a été informée à son tour et vous en a fait part. Et ça se passe plusieurs mois plus tard. C'est bien ainsi que ça se passe. Et à ce moment-là, vous nous dites, ce qui est important, c'est de vérifier, et je l'ai demandé à Mme Troc, la crédibilité des informateurs. La crédibilité des informateurs. Alors moi, je me dis que quand on vérifie la crédibilité des informateurs, c'est évidemment qu'on connaît les informations. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à demander de vérifier la crédibilité des informateurs. Donc, j'imagine, et d'ailleurs tout le prouve dans le dossier, puisque Mme Troc va recevoir M. Pettens en personne, et qu'elle va lui demander de lui livrer le nom des informateurs. Donc, fatalement, elle doit savoir qu'il y a un rapport de M. Pettens, qui est un rapport très précis, qui parle d'un coup au mois de juin. Donc, la thèse, Monsieur le procureur du roi,
de l'ignorance, elle ne peut alors venir, et ça je voudrais comprendre, que d'un manque d'initiative du parquet de Charleroi par rapport à la gendarmerie pour s'informer. C'est ça la question. Est-ce que vous plaidez en quelque sorte ce n'est pas possible qu'on ne fasse pas le rapprochement entre Julie et Mélissa d'une part et Dutroux de l'autre. Quand on voit ce qu'il y a dans le dossier, c'est pas possible. Personne ne peut comprendre ça. Donc, alors, moi, je voudrais comprendre. Oui, M. Marchandise. Oui, mais je répète ce que j'ai dit tantôt. Le rapprochement, nous l'avons considéré, je vous ai expliqué comment nous avons considéré les informations qui étaient données et comment nous avons interprété la référence à Julie et Mélissa. Nous sommes peut-être trompés, mais je pense en tout cas, si nous avions su, et je vous dirai tantôt, si nous avions su un certain nombre d'éléments supplémentaires, je pense que les choses apparaissaient clairement. Nous avons fait le raisonnement intellectuel de considérer que les informateurs qui venaient trouver la gendarmerie venaient dénoncer un comportement de Marc Dutroux d'une certaine gravité, il est bien évident, et c'est pour ça que Mme Troc y a travaillé, c'est parce que les informations que Marc Dutroux aurait données aux informateurs, et les informateurs rapportent à la gendarmerie, sont tout de même pas banales. Ces informations-là, on a voulu les travailler. On a voulu les travailler dans la perspective d'éventuels faits commis par ailleurs de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Oui, mais vous savez tout de même que les enquêteurs, eux, nous disent clairement tous, les gendarmes, que pour eux, il y avait suspicion contre Dutroux de l'enlèvement de Julie et Mélissa et qu'il était le principal suspect. C'est ce que les gendarmes disent, mais ce que les gendarmes disent n'est jamais parvenu, et ça c'est le nœud, et je voudrais bien alors m'expliquer à huis clos par rapport à cet élément-là, n'est jamais parvenu à la connaissance des magistrats du parquet de Charleroi. Oui, mais ça... Oui, mais c'est une question importante, et sur cette question importante, moi je souhaite éventuellement vous donner 7 points. 7 points sur lesquels, si nous avions connu ces 7 points-là, l'attitude du parquet aurait été différente. Bon. Mais ça, je donnerai ça à huis clos, je suis désolé. Bien, bon, on verra. Alors, je voulais savoir pourquoi ce rapport du 25 août n'a pas été transmis, puisqu'il faisait expressis verbis allusion à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Pourquoi n'a-t-il pas été transmis au parquet de Liège? L'explication que j'ai lue dans le dossier, c'est que Mme Robert pensait qu'un rapport secret ne peut pas être transmis à un autre parquet. Est-ce que c'est une explication valable? Est-ce qu'elle est, je dirais, une explication qui tient à une politique déterminée des parquets? Ça, cette question-là, vous demanderez à Mme Robert, mais je pense que si un rapport confidentiel qui contient un élément déterminant qui concernerait éventuellement un autre parquet, la confidentialité ne résiste pas à l'envoi éventuellement de ce document au parquet concerné, ça c'est certain. Vous pensez qu'on aurait pu, nonobstant la confidentialité, même mettre ce rapport à la disposition du parquet de Liège? Je le pense, mais je crois aussi que Mme Robert a eu la même lecture de cette allusion à l'enlèvement de Julie et Mélissa que moi. Et c'est ça qui a aussi, sans doute, mais voulu poser la question. Oui, bon. Je veux bien. Alors, j'ai une toute dernière question, Monsieur le Président, si vous permettez. Oui. Il y a quelque chose qui me trouble, c'est quand vous nous dites, au fond, si on examine les choses de près, Dutroux n'est pas un pédophile, c'est un amateur de femmes faites, et donc c'est une des raisons pour lesquelles, d'abord, quand on lit le dossier, on s'aperçoit que les renseignements qui viennent concernent l'enlèvement d'enfants, et notamment dans le rapport du 25 août. Donc, ce qu'on impute à Dutroux là, c'est bien l'enlèvement d'enfants. Et alors, où je ne comprends plus rien du tout, c'est quand, du côté de Charleroi, si je puis dire, on dit, au fond, on n'a pas fait le rapport avec Dutroux parce que c'était pas un pédophile et que Julie et Mélissa, c'était des petites filles. Et que du côté de Bruges, on nous dit on ne pouvait pas faire le rapport avec Dutroux, puisque les spécialités de Dutroux, c'était au contraire les petites filles et Cannes et Effie,
c'était des jeunes filles mûres. Voilà, alors, vous voyez, nous sommes un peu perturbés de se trouver en présence d'explications aussi visiblement contradictoires et inconciliables. Monsieur Marchandise. Alors, quand j'ai dit qu'en 86, les traits pédophiliques de Dutroux, ça ne paraissait pas, ce n'est pas pour dire Dutroux ne peut pas avoir commis éventuellement les faits que les informateurs disent, c'est-à-dire enlever des enfants. Je crois qu'il faut être clair. Il peut avoir, sur le plan de sa criminalité personnelle, évolué. Ça, c'est aussi clair. Mais ce n'est pas parce que les informateurs disent qu'il enlèverait éventuellement des enfants que nous avons considéré qu'il avait enlevé Julie et Mélissa. Et je vous expliquerai tantôt pourquoi nous n'avons peut-être pas fait ce lien. Mais c'est possible. Et on a aussi imaginé que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cherché à vérifier un certain nombre de choses, et que Mme Troc, notamment, a souhaité qu'à propos de n'importe quelle infraction, on puisse aller vérifier chez Marc Dutroux, et que quand on a eu l'occasion, parce qu'une affaire était mise à l'instruction chez M. Laurent en 1995, Mme Troc m'a dit, on va pouvoir aller en perquisition. Et donc on voulait vérifier, parce que les informations, peut-être que Marc Dutroux avait changé, et que étant un pervers sexuel à l'égard de femmes mûres, il avait changé d'orientation, c'était possible. Il ne faut peut-être pas faire de lien par le fait que ce que je vous ai dit, ne paraissant pas un pédophile dans les années 86, il ne pouvait pas avoir réalisé ce que les rapports du 25 août et du 29 novembre nous disaient. Ce que nous avons fait, c'est faire une séparation entre les faits qu'il aurait pu commettre et que nous cherchions à vérifier, et ceux qui ont été commis au préjudice de Julie et Mélissa. En fait, vous ne cherchiez pas des... Donc même dans les perquisitions, on ne cherchait pas des petites filles. Ah, peut-être bien, puisque l'information disait qu'il pouvait avoir... Il projetait des enlèvements d'enfants et il aménagerait éventuellement des caches pour des enfants. Oui. Donc il était possible qu'on trouve des enfants. Donc ça pouvait être Julie et Mélissa. Vous dites, ce n'était pas l'essentiel alors. Ça pouvait être Julie et Mélissa. Ça pouvait être éventuellement des enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas alors je ne comprends pas, moi, qu'il y a quelque chose qui... Il y a là comme un déclic qui ne se produit pas. Comment expliquez-vous ça? Il y a un déclic qui ne se produit pas parce que je vous ai dit, le raisonnement intellectuel que nous faisions, nous considérions que Dutroux pouvait avoir fait des faits de même nature que ceux commis au préjudice de Julie et Mélissa, confortés par les rapports où on ne nous dit pas, et les informateurs sont des gens proches de Julie et Mélissa, on ne nous dit pas, les informateurs ne disent pas, ne laissent même pas sous-entendre que Dutroux aurait pu enlever Julie et Mélissa. Et la gendarmerie ne nous laisse pas non plus entendre que Dutroux est le suspect principal en matière à l'égard de Julie et Mélissa. Mevrouw Pieters. Ah, pardon. Madame Robert, heeft u vervangen als procureur des Konings gedurende de vakantiemaanden? Uit de rapporten Velu leren we dat zij toch moet op de hoogte geweest qu'elle devait être au courant du rapport Othello et de la personne de Marc Dutroux. Est-ce qu'après l'été, donc fin août, lorsque vous êtes revenu de congé, est-ce qu'elle vous a informé de cela? Alors l'explication est la suivante, c'est que Madame Robert a fait fonction de procureur du roi pendant la deuxième quinzaine du mois d'août 1995. À cette époque-là, je n'étais pas encore procureur du roi. Et donc, elle a reçu ce dossier en qualité de procureur du roi faisant fonction. Et si elle a alors encore reçu le rapport du 1er septembre du commandant Legros, c'est, je pense, que parce que le commandant Legros s'étant adressé à Mme Robert qui faisait fonction cette période-là, a gardé le contact avec Mme Robert à l'occasion 2-3 jours après. Je peux en conclure que la première fois que vous avez été mis au courant du dossier par Mme Troc, c'était à ce moment-là. C'est exact. Bien, une deuxième question. Dans le rapport Velu, je lis à la page 238, où vous faites votre déclaration, que vous disiez, je me rappelle qu'il se disait invincible et qui n'avait jamais exprimé le moindre remords. Wat bedoelt u met invincible? Qu'est-ce que vous entendez par invincible? Ça, c'est
faudrait presque le demander à Marc Dutroux, mais c'est en tout cas une expression qui était utilisée dans la procédure de 85. Il avait le sentiment qu'il était inatteignable. Est-ce que vous voulez dire qu'il était protégé par quelqu'un? S'il était protégé par quelqu'un, pas nécessairement. Vous pouvez considérer que vous êtes invincible, mais pas nécessairement protégé. Alors, sur le plan des protections, cette question... là, je veux bien donner peut-être une explication, si vous voulez, à cette question-là à huis clos. Monsieur le Président, j'ai une autre question. Quels étaient vos rapports avec le procureur de Manet? Comment était votre rapport avec le procureur général de Manet? C'est une relation hiérarchique entre le procureur du roi et son procureur général. Mais elle n'était pas très bonne. Je sais seulement que je n'étais pas le candidat souhaité par monsieur le procureur général. Mais ça n'a rien à faire avec cette affaire-ci? Ah non, ça n'a vraiment rien à faire avec cette affaire-là. Oui. Donc, je voudrais dire, parce que j'ai entendu tout de même, à l'égard des protections, je voudrais dire tout de même plus précisément quelque chose, c'est que, à mon estime, au niveau de la magistrature, Marc Dutroux n'a fait l'objet d'aucune protection. Nous avons fait le maximum pour qu'au contraire, et je crois que l'on l'a démontré dans les années 85-88, fait maximum pour qu'il soit condamné le plus gravement possible. Il a été sous-entendu que l'intéressé aurait pu faire l'objet d'une protection policière. Nous avons aujourd'hui, je vous donnerai des précisions à huis clos, mais nous avons aujourd'hui, je donne la réponse en audition publique, nous avons aujourd'hui la certitude, parce que le comité P a fait une enquête à propos d'une éventuelle protection policière, nous avons la conviction qu'il n'y a pas eu de protection policière à l'égard de M. Dutroux. Voilà. Mais voilà, parce que je ne voudrais pas que, éventuellement, par le fait du huis clos, on induise qu'éventuellement il y a des informations importantes que je pourrais donner. Je ne donnerai donc une explication complémentaire à huis clos si on le souhaite. Madame Mercier, ou une laatste? Une dernière question très brève. Nous avons entendu M. De Fourny, votre prédécesseur. Il ne m'a pas donné l'impression d'être un magistrat très dynamique. Je suppose que lorsque, après 11 ou 12 mois, vous avez assumé cette fonction, vous avez procédé à beaucoup de restructuration et de réformes au sein du parquet. Alors, je pense que vous avez entendu M. De Fourny vous dire que nous n'avons pas toujours été d'accord, lui et moi, par rapport à un certain nombre de principes d'organisation du parquet. Il vous l'a dit très correctement, il était le chef de corps, c'est lui qui prenait les décisions. Il est exact que peu après mon entrée en fonction, j'ai modifié l'ordre de service qui avait été organisé avant ma nomination, ça me paraissait normal. Et je pense que Mme Favaro vous a donné tout de même un certain nombre de précisions. J'ai réorganisé de manière complète l'organisation du parquet et j'ai travaillé avec un groupe de travail de 7 substituts qui a mis à plat tous les problèmes d'organisation, qui a mis à plat, par un espèce de brainstorming général, toute une nouvelle organisation. Le groupe de premiers substituts a pu réagir à ces propositions qui ont été faites et ça aboutit de fait à une refondation d'organisation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque de M. De Fourny, qui tient compte notamment de la réalité et des interpellations de la société civile. Je vous ai donné un exemple tantôt à propos de la section de délinquance urbaine, qui est une réponse particulière à une interpellation concernant l'insécurité. Il y a aujourd'hui des magistrats qui sont spécialisés en délinquance urbaine, qui sont ceux qui traitent toute la petite délinquance et qui utilisent notamment la médiation pénale et les procédures accélérées. Et il y a d'autres domaines, par exemple en matière de famille, j'ai réorganisé les choses par rapport à ce qui existait avant. On a créé une section de criminalité organisée avec des chapitres spécifiques et on a étendu la section de délinquance financière, notamment en créant un début d'auditorat économique en manière telle d'appréhender ces matières-là avec un premier substitut d'ailleurs tout à fait dynamique. Donc il y a manifestement, je pense que les magistrats de Charleroi pourraient vous le dire, il y a manifestement un changement d'organisation depuis, mais c'est normal que chaque fois qu'un chef de corps entre en fonction, enfin on pourrait dire que c'est chaque fois normal
que chaque chef de corps mette sa marque. Et puis, de toute façon, je constatais, et c'est ça peut-être l'essentiel, j'ai constaté en arrivant au parquet de Charleroi, à la direction du parquet de Charleroi, que l'organisation ne répondait plus ni aux données sociologiques, ni aux données policières, ni aux données pénales actuelles. Collègue Herzeg. Et puis collègue Eerdekens. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'aurais voulu poser 2 questions. Et la première porte sur la non-révocation de la libération conditionnelle. Alors, Monsieur le procureur, vous avez donc requis vous-même en 85 contre Marc Dutroux. Vous l'avez décrit comme un manipulateur, comme un pervers, comme un homme dangereux, etc., etc. Et bien entendu, à juste titre. Alors, vous dites que pour révoquer une libération conditionnelle, il faut 2 conditions, à savoir des faits nouveaux et des faits vérifiés. Vous avez quand même les vols, il y avait quand même récidive au niveau des vols. Et la seconde chose, vous dites qu'il faut prouver d'une inconduite notoire ou alors d'une non-vérification des conditions mises à une libération conditionnelle. Alors, je vous rappelle quand même aussi qu'il y a un membre de votre parquet, je crois que c'est M. Humblé, qui s'est inquiété de ne pas avoir de suivi de la guidance sociale, que Dutroux est resté pendant 1 an sans assistante sociale, que les éléments négatifs sont vraiment très importants dans tous les rapports de la guidance sociale transmis, bien entendu. Alors, vous qui connaissez bien Dutroux, vous qui l'avez décrit comme ça, comment est-ce que ça n'a pas fait tilt quelque part et comment n'avez-vous pas demandé la révocation de la libération conditionnelle? Alors, deuxième chose, si vous permettez, Monsieur le Président, oui. Vous dites, Monsieur le procureur, que d'après les renseignements que vous aviez, Dutroux, en tout cas quand vous avez pris votre charge, ne paraissait pas à ce moment-là comme un pédophile, mais bien suspect d'enlèvement d'enfants et de faire des caches, etc. Mais si je relis un rapport d'un informateur, il est marqué ceci, Dutroux regarde des jeunes filles et Y demande à Dutroux s'il est attiré par des gamines. Dutroux répond, des jeunes filles comme ça, c'est frais, ça se vend bien, ça rapporte beaucoup. Alors, quand vous avez repris votre charge en octobre 95, vous n'avez pas fait monter ce dossier sachant qu'on parlait de Dutroux. Il n'y a rien qui a fait la liaison dans votre esprit. C'est quelque chose que moi j'ai difficile à comprendre. Vous le connaissiez mieux que personne, vous, Dutroux, quand même. Marchandise. Bien, alors sur la première question d'abord, l'intervention donc de M. Allais. Je pense ça a été rappelé, je pense déjà, mais il est intéressant tout de même de signaler que l'intervention de M. Allais se situe sur un autre plan. Oui, sur la jeunesse. Bon, dans le cadre de la jeunesse. Le dossier global quand même. M. Allais fait une demande de vérification auprès de l'administration centrale et il fait bien de le faire là, plutôt qu'auprès de l'agent de quartier pour savoir si tout se passe bien, parce que c'est justement les capacités éducatives de M. Dutroux qui doivent être vérifiées. Tout ça, et quand on dit ça aujourd'hui, ça a évidemment une connotation difficile, mais c'est ça qui était vérifié à l'époque. Et le retour que M. Allais a de la guidance sociale est un retour positif. Il n'y a pas d'éléments suspects. Alors il faut savoir qu'en matière de surveillance délibérée conditionnelle, madame, en matière de surveillance délibérée conditionnelle, c'est, vous le savez, c'est soit le procureur du roi, soit les autorités locales qui doivent surveiller. Concrètement, ce n'est pas possible et les surveillances viennent, et elles sont d'ailleurs pas mal faites, par la tutelle pénitentiaire. Et nous avons d'ailleurs régulièrement, dans le cadre de dossiers libérés conditionnels, des rapports qui nous viennent du service social d'exécution des décisions judiciaires quand il y a des éléments négatifs. Et on nous demande régulièrement d'admonester un libéré conditionnel, de le rappeler à l'ordre, de rappeler les conditions de sa libération. Et éventuellement, dans certaines circonstances, on nous demande éventuellement si on n'envisagerait pas une révocation. Dans ce cadre-ci, les rapports de tutelle sociale qui nous sont arrivés n'ont jamais fait état d'éléments négatifs. On signale simplement en fin de rapport que si des éléments nouveaux apparaissaient, éventuellement, à ce moment-là, que le parquet avise l'administration pénitentiaire. Il faut dire que les faits nouveaux, à partir de... la lettre est de mars 94, si ma mémoire me sert. Hein, les faits de vol sont de 93. Il y aura bien les faits de 95. Mais je vous dis dans quel contexte. Et je vous signale aussi que l'administration pénitentiaire a su que Marc Dutroux avait été arrêté en 95. Pour quel motif?
Et il a su aussi qu'il avait été libéré. Donc je crois que Est-ce que je peux vous interrompre une seconde, monsieur le procureur? Vous dites, excusez-moi, vous dites qu'il n'y a pas d'éléments négatifs. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'éléments positifs. On dit dans tous les rapports de guidance sociale, Dutroux semble respecter les conditions. Il apparaît que, il semblerait que, mais il n'y a jamais rien de positif clairement établi non plus. Alors, l'évaluation négative, ce n'est pas pour ça que c'est positif. Je trouve que c'est qu'il y a un lien intellectuel un peu difficile, en tout cas moi, que je ne parviens pas à faire. Et vous mettez le doigt sur... Oui, s'il vous plaît, monsieur Marchandise. Vous mettez le doigt sur la difficulté, même pour la tutelle pénitentiaire, de vérifier le comportement d'un libéré conditionnel. Il faut savoir que c'est au parquet à vérifier. Oui, c'est au parquet, la responsabilité est au parquet. Mais il est clair que le parquet ne sait pas, le substitut ne peut pas aller tout de même au domicile de chaque libéré conditionnel pour voir s'il respecte bien ses conditions. Mais alors c'est difficile. C'était Dutroux, monsieur. Vous le connaissiez, vous, Dutroux, c'est ça? Mais que ce soit Dutroux ou n'importe qui, la vérification. Si je puis continuer ma réponse. Que ce soit n'importe quel libéré conditionnel que l'on doit surveiller, il est clair que la personne qui se présente à domicile, c'est elle qui peut apprécier ce qu'elle voit. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement difficile. On se limite aujourd'hui, en surveillance des libérations conditionnelles, à la visite, comme vous dites, d'une assistante sociale, qui ne peut faire sans doute qu'un rapport où il semble que l'atmosphère familiale soit bonne, il semble que les enfants fassent leurs devoirs convenablement, il semble que la maison soit bien rangée, il semble que M. Dutroux, non pas il semble, M. Dutroux fait la preuve de ce qu'il rend visite régulièrement à son psychiatre, et donc c'est clair que dans l'état actuel des choses, la surveillance, que ce soit par un agent de quartier, parce que si le parquet faisait la surveillance des libérés conditionnels, il ne pourrait le faire le mieux que par un agent de quartier. Je pense que c'est mieux que ce soit un assistant social du service social d'exécution des décisions judiciaires qui fasse cette visite-là. Et si l'assistant social a l'impression que toutes les choses se passent bien, il le dira comme ça. Mais vous mettez le doigt sur la difficulté de demain et d'aujourd'hui, peu importe qui décide demain de la libération conditionnelle, si ça reste une responsabilité politique du ministre de la Justice ou si ça devient une responsabilité d'un tribunal d'application des peines, cette autorité devra se baser sur des informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se baser uniquement sur une tutelle pénitentiaire ou le rapport d'un agent de quartier paraît insuffisant. Et le maillon faible dans les affaires délicates de délinquance sexuelle grave en matière de libération conditionnelle est bien celui-là. Je pense qu'il faut que tous ceux qui ont en charge, par quelque biais que ce soit, de la surveillance d'un libéral conditionnel, aient l'occasion de se voir entre eux. Mais quand je dis de se voir, il faudrait presque qu'ils se voient tous les mois, et on se rend compte des exigences que cela représente. Ça veut dire que tous les mois, le médecin, psychologue qui suit le patient, le libéré conditionnel, l'assistante sociale qui va à domicile et qui voit ce qui se passe à domicile, l'agent de quartier qui entend peut-être des choses dans le quartier, le substitut qui a peut-être siégé à l'audience, que tous ces gens se voient régulièrement tous les mois pour faire le point et pour rassembler les informations et vérifier éventuellement qu'il n'y ait pas un tronçonnage d'informations qui, comme vous le dites, on ne peut dire, il semble bien que, et peut-être que l'agent de quartier, mis en face de l'assistante sociale, ou le médecin dira, mais moi je constate tout de même une évolution négative, l'assistante sociale, à la visite suivante, verra peut-être de manière plus profonde les choses. Donc je crois que, aujourd'hui, comme c'est organisé, c'est sans doute insuffisant, mais une assistante sociale qui rend visite à un ménage ne sait faire que des observations où il lui semble que... Oui, mais il est resté 1 an sans personne, hein. Pas d'assistante sociale du tout, c'est dans le rapport aussi. Vous trouvez ça normal? Je ne pense pas que ce soit d'abord 1 an, je pense qu'il y a 1 an entre les rapports. Il y a 1 an entre les rapports, mais il y a 6 mois d'absence de tutelle, mais nous ne l'avons pas su au parquet de Châlons. Vous n'avez rien su? Nous n'avons pas su au parquet de Châlons. Collègue Irdekens, et puis Madame de Tserclas, et Monsieur Minga. En revenant sur son appréciation sur la non-transmission à Liège des informations recueillies dans le cadre du dossier Othello. Alors, monsieur le procureur du roi, vous dites, je n'avais pas à le transmettre à Liège. Parce que les rapports ne font pas de lien direct entre Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa. Ce n'est qu'une rumeur, qu'il pourrait y avoir un lien, mais il n'y a pas d'affirmation d'un lien direct. Et d'autre part, vous exprimez toujours à propos de cette non-transmission
que Dutroux n'est pas un pédophile. C'est ce que vous avez estimé, que pour vous, en 85-86, il y a 5 faits. 3 faits, ce sont des filles de 18 ans. Il n'y a qu'un fait d'une gamine d'11 ans et demi. Donc pour vous, ce n'est pas, à proprement parler, un pédophile. Or, ce sont des petites filles qu'on a enlevées, Julie et Mélissa. Donc si je vous comprends bien, si vous aviez transmis ce rapport à Liège, vous auriez les félicitations du jury aujourd'hui. Ça, c'est clair. Personne ne vous ennuierait aujourd'hui en vous posant les questions qu'on pose. Et pour justifier que vous n'avez pas transmis, vous dites grosso modo, 1, c'est pas vraiment un pédophile, et 2, il n'y a pas de lien direct avec Julie et Mélissa. Donc, autrement dit, si je vous comprends bien, pour vous justifier, pour donner une réponse à une erreur qui vous est reprochée de non-transmission, vous faites 2 erreurs de plus d'appréciation. C'est votre question? Oui. Monsieur Marchandise. Je n'ai jamais dit, à mon avis, que je n'ai pas transmis à Liège parce que M. Dutroux n'était pas un pédophile. Le fait qu'il n'apparaisse pas comme étant un pédophile, voilà, ça n'a rien à voir avec la non-transmission à Liège. Ça n'a rien à voir avec la non-transmission à Liège. Il faut être bien clair. On n'a jamais dit que parce que M. Dutroux n'était pas un pédophile, on n'avait pas transmis les informations à Liège. Oui, mais on le déduisait de votre appréciation, que c'était un élément... Alors je me suis mal exprimé, mais je n'ai jamais voulu dire ça. Et sur le second fait, donc, vous ne transmettez pas, parce que vous dites qu'il n'y a pas de lien direct. C'est vrai que les gendarmes, lorsqu'ils préparent le dossier Othello, dans tous les rapports qui sont transmis, Pettens plusieurs fois, d'autres aussi, disent objet disparition Julie et Mélissa. Et les rumeurs, 93, 95. C'est vrai qu'il n'est pas dit par les informateurs que Dutroux a enlevé Julie et Mélissa. Mais il est dit qu'il aménage des caves pour y mettre des enfants enlevés. Bon. Il n'y a quand même pas des milliers d'enfants enlevés. Il y en a quelques-uns qui sont enlevés, dont Julie et Mélissa, dont tout le monde parle. Donc s'il est exact qu'il n'est pas écrit expressis verbis que Dutroux a enlevé, selon les informateurs Julie et Mélissa, il reste vraisemblable qu'il est le suspect principal. Alors, dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir transmis le dossier à Liège? C'est quand même une négligence. Oui, c'est marchandise. Bien, très précisément parce que jamais ce sentiment, ni cette impression, ni cet élément, ces références n'a été donné au magistrat du parquet de Charleroi. C'est pas vraiment ce qu'on nous dit au niveau des gendarmes. Enfin, là, manifestement, il y a des contradictions entre ce que les gendarmes nous ont dit publiquement ou à huis clos et votre thèse. Moi, je ne sais pas qui dit vrai. Est-ce une des 7 raisons que vous allez invoquer tantôt? Oui, ça fait partie des... Alors, est-ce que votre appréciation... J'ajoute, s'il vous plaît, oui. Monsieur le Président, oui, c'est vrai que marchandise. Je n'ai pas eu, moi, de contact direct avec les gendarmes. Oui, moi, je n'ai pas eu de contact avec les gendarmes directement. C'est exact. Enfin, vos subordonnés, eux, ont eu à tour de rôle... Oui, et ils m'ont transmis les impressions et les informations que les gendarmes leur ont données. Alors, je vais vous poser une question à laquelle je vais vous demander de répondre franchement, parce qu'elle est délicate, et je comprends que vous puissiez peut-être dire que vous y répondrez à huis clos. Est-ce que vos subordonnés ont une bonne appréciation de Michaud? Je pense que au parquet, de manière générale, on a une bonne appréciation de M. Michaud. Ça peut être variable. Oui, il y a peut-être... on nous a dit certaines choses. Il y a peut-être des nuances alors à mettre à huis clos. D'accord, je comprends que vous le disiez à huis clos, on nous a dit des choses très précises. Alors, autre question encore. Vous connaissez Dutroux. Vous avez traité son dossier de 85-86. Les faits sont quand même abominables à l'époque. Une petite fille de 11 ans et demi enlevée, violée, filmée dans les viols. Vous savez, en 95, quand vous accédez à la fonction de procureur du roi, qu'il est suspecté d'aménager des caches pour à nouveau enlever des enfants, les cacher pour les expédier à l'étranger. Et vous savez qu'il y a 2 dossiers dans lesquels il est mêlé. Un dossier de 93 de vol de camion, et vous apprendrez alors le 5 décembre 95 qu'il est mêlé à un dossier d'enlèvement, de séquestration, Rochau et les autres. Est-ce que vous n'avez pas l'initiative à ce moment de dire, mais
essayons d'obtenir rapidement une fixation et une nouvelle condamnation pour les faits de vol de 93. À ce jour, nous sommes en 96, 3 ans se sont passés, il n'est toujours pas jugé. Vous le connaissez comme étant un dangereux personnage. Certes, les vols, c'est autre chose, mais un type pareil, aussi dangereux, et vous en avez une connaissance personnelle de Dutroux pour avoir traité son dossier. Pourquoi diable, dès votre arrivée en fonction, ne secouez-vous pas le cocotier avec vos substituts pour faire fixer rapidement cette affaire en correctionnel et le faire condamner? Oui, M. Marchandise. Alors là, M. Dekens, vous soulevez un problème extraordinaire. Vous savez qu'il y a 3000 dossiers en attente de fixation au parquet de Charleroi et que depuis que je suis entré en fonction, mes substituts se plaignent tous de l'impossibilité qu'ils ont de fixer les affaires aux audiences correctionnelles. Je vous comprends. Nous avons, si vous permettez... Heureusement, il n'y a pas 3000 du trou. Exactement. Il n'y a pas 3000 du trou, mais nous avons de grosses affaires, et notamment des affaires avec détenus. Nous ne savons même plus fixer certaines affaires avec détenus. Et je peux vous donner, je vous donnerai un seul chiffre. Dans les années 86, justement, nous avions 22 audiences correctionnelles par semaine à Charleroi où nous pouvions fixer des affaires. Et nous sommes aujourd'hui descendus en dessous de 16. Nous avons donc perdu entre 25 et 30% de possibilités de fixer les affaires aux audiences correctionnelles. Alors, en 93, même si nous savons que Dutroux a commis des faits graves, nous ne savons pas ceux qu'il va commettre, et nous avons comme information qu'il a commis des vols. Alors, il aurait été quasiment impossible de fixer de manière rapide cette affaire-là pour permettre d'avoir éventuellement un jugement définitif dont je vous dis, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, le ministre de la Justice en aurait conclu à la révocation de la libération conditionnelle. Enfin, car il est important de dire, je crois que c'est vraiment extrêmement important, c'est comme au matin de la bataille de Waterloo du 18 juin 1815, personne ne sait qui va gagner la bataille de Waterloo. Aujourd'hui, nous savons tous dire, si nous lisons bien nos manuels d'histoire, nous savons tous dire pourquoi Napoléon a perdu la bataille de Waterloo. C'est un peu la même chose. Si vous lisez l'histoire avec les événements que nous connaissons depuis l'été 96, évidemment que Dutroux apparaît un personnage hors du commun, hors norme. Vous me direz, mais en 86, il était déjà comme ça. Je vous dirai, c'est pas aussi net que ça. C'était manifestement un délinquant pervers grave, mais de là à imaginer qu'il fasse ce qu'il a fait pendant cet été-ci, je pense qu'il y avait encore une marge. D'accord, mais il n'y a pas 3000 Dutroux, comme le disait le président. Et d'autre part, il peut y avoir des priorités dans la sélection des dossiers. Parce que n'oubliez pas que si les faits de vol sont évidemment étrangers à des faits d'enlèvement et de séquestration d'enfants, Dutroux est un récidiviste en matière de vol, puisque dans le dossier que vous avez traité, accessoirement aux faits de viol et d'enlèvement, il y a des faits de vol. Et d'autre part, vous avez les informations de Pettens de 93 qui signalent que ce type qu'on a libéré un an plus tôt, le 6 avril 92, aménage des caches pour y mettre des enfants. Et vous avez quand même, vous... Les informations, excusez-moi. Oui, mais c'est quand même inquiétant. Et voilà un bonhomme, un voleur, les vols sont établis, sont établis au niveau de l'instruction, c'est pas encore jugé, et ce type aménage des caches pour des enfants, dit-on. Et on fait une perquisition, à l'époque, dans le cadre des vols, et qu'est-ce qu'on constate? Qu'il a commencé à aménager, enfin, il n'y a pas de cache à Sarre-la-Bouissière, mais il y a des trous dans la cave tout à fait bizarroïdes. Nous avons vu les photos. Ça vous incite pas à bouger, à réagir? Monsieur Marchandise, oui. Excusez-moi, monsieur Dekens. En 93, le parquet ne sait pas les informations que monsieur Pettens donne. Il faut être très clair là-dessus. Je pense que monsieur Legros vous l'a expliqué pour des raisons qui, sur le plan juridique d'ailleurs, me semble-t-il, ne tiennent pas, puisqu'il s'est posé la question de savoir si le rapport confidentiel de l'opération des cimes devait être envoyé au parquet ou au juge d'instruction, ou s'il n'y avait pas le secret de l'instruction qui faisait en sorte que le parquet ne puisse pas avoir l'information des cimes. Alors là, vous savez, puisque vous êtes avocat, qu'il n'y a pas de secret de l'instruction pour le procureur du roi. Alors le parquet, en 93, n'a pas reçu les informations de M. Pettens. Soyons bien clairs. Le parquet ne les a pas sues. La seule chose que, et M. de Fourny n'a peut-être pas été suffisamment clair là-dessus, la seule chose que le procureur du roi à l'époque, M. de Fourny, a su, c'est la clôture de l'opération des cimes, et j'ai revu le document, il n'est même pas question du nom du trou dans la clôture de l'opération des cimes. Donc M. de Fourny, en visant la clôture de l'opération des cimes, ne sait même pas ce qu'est l'opération des cimes. Donc là, je crois qu'il faut être clair. Excusez-moi. Petite question, M. le Président. J'ai entendu M. le procureur du roi nous dire qu'il n'y avait pas de protection
pour Dutroux au niveau du palais de justice de Charleroi. Donc j'entends magistrat, substitut, procureur de roi, PJ, BSR. Bon. Mais ça, c'est votre appréciation et je peux la comprendre. Et vous avez peut-être raison, tout à fait raison, je n'en sais rien. Bon. Mais il faut tout de même se rappeler que l'initiative de messieurs Bourlet et Conrod, on a mis sous mandat d'arrêt un PJiste de Charleroi, et on sait que la PJ dépend du procureur de roi du siège. Donc la PJ de Charleroi dépend de vous. Donc pour vous, cette arrestation de Zigo, c'est un acte maladroit, injustifié alors, s'il n'y a pas de protection au niveau de Charleroi. Monsieur Marchand-Digne. Attention, vous me demandez de porter une appréciation sur une procédure qui a été mise dans un autre arrondissement par un procureur de roi et par un juge d'instruction dont je ne connais pas le dossier. Oui, mais vous avez dit la seule chose que dont je me sois tracassé, et elle est justifiée puisque vous savez que l'article 8 quater de l'arrêté royal de 1936 permet éventuellement d'écarter dans l'intérêt du service un membre de police judiciaire qui a éventuellement qui fait l'objet d'une information judiciaire ou d'une information disciplinaire. Mon seul souci à l'égard du parquet de Neufchâteau a été de vérifier si nous pouvions encore avoir confiance dans ce membre de la police judiciaire ou pas. J'ai reçu un certain nombre d'éléments d'information, je les ai transmis au procureur général et vous savez, sans doute par la presse, mais l'information est officielle, que cet inspecteur de police judiciaire est écarté du service. Ce n'est pas une mesure disciplinaire, c'est une mesure préparatoire dans l'intérêt du service, vu qu'il fait l'objet d'une information judiciaire. Mais dans le cadre même du dossier pour lequel je m'expliquais à huis clos, on a cru, à un moment donné, qu'il y avait une protection de ce côté-là. L'enquête du comité P a démontré qu'il n'en était rien. Si l'enquête de Neufchâteau démontre, par ailleurs, que peut-être cet inspecteur a protégé M. Dutroux, l'avenir le dira peut-être, mais à ce jour, en ce qui concerne notamment une affaire qui est en cours, et où on a cru qu'il y avait une protection policière, les éléments ont démontré qu'il n'y en avait pas. Collègue de Tserclas. Et puis M. Minguin. Et M. Decroix. Et c'est important aussi pour l'avenir et pour les propositions que l'on pourrait faire. On est quand même très frappé au niveau de Charleroi de l'accumulation à tous les niveaux des informations concernant Dutroux. Bon, il y a les faits pour lesquels il a été condamné en 85. Il y a en 93, et c'est un juge d'instruction, M. Laurent, qui ordonne des perquisitions. Il y a l'opération Décime. Donc ça se fait sous l'égide du juge d'instruction. Là, les liens avec le parquet ne sont pas clairs. Mais il y a un juge d'instruction qui est au courant. Et c'est dans le cadre de faits perpétrés par M. Dutroux, libéré conditionnellement. Je ne parle pas de tout ce qui concerne sa libération conditionnelle, mais on pourra encore ajouter ça au dossier. Et puis, vous devenez procureur du roi en octobre 95. L'opération Othello est en cours depuis le 25 août, mais vous en prenez connaissance puisque le 2 novembre, il y a une apostille pour que Madame Troc, je dirais, si je comprends bien, prenne les choses en main. Bien. Et puis, par hasard, on découvre que M. Dutroux a été arrêté le 7 décembre. Le parquet ne semble pas au courant. Le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt. Et on se dit, ah, voilà, ça c'est la bonne occasion pour aller perquisitionner. Mais c'est assez aberrant de se dire que ce monsieur Dutroux commet des tas de faits, qu'un juge d'instruction est saisi, que des perquisitions sont menées, et tout ça, personne n'a une vision globale de ce que quelqu'un comme monsieur Dutroux peut faire. En plus, il y a toutes les informations qui arrivent, et nous sommes à un moment, et je m'excuse, mais je pense que les gens du parquet ou les juges d'instruction suivent l'actualité quand même. Je dirais, vous n'êtes pas dans votre bureau du matin jusqu'au soir à ni regarder la télévision, ni lire les journaux. Il y a par ailleurs, en Belgique, 2 petites filles qui ont disparu. Bien. Hein? Je lis les journaux le soir, madame.
Vous lisez les journaux le soir. Donc, je veux dire, allez, on est dans un petit pays, il y a un enlèvement important. On est dans un arrondissement judiciaire où il y a une personnalité quand même assez particulière. On a l'impression que chacun connaît des informations, mais que nulle part, à aucun endroit, il n'y a quelqu'un qui a une vision globale des choses. Et donc, ma question, c'est de dire comment est-ce qu'alors un parquet peut fonctionner s'il n'a pas la possibilité d'avoir cette vision globale et qu'en dehors de ça, il a aussi quand même dans sa tête que la criminalité aujourd'hui, elle ne se perpètre pas dans uniquement un arrondissement judiciaire, que les gens peuvent circuler, non seulement à l'intérieur du pays, mais en plus au niveau international. Et là, il y avait des suspicions sur des trafics vers les pays de l'Est. Et donc, c'est un peu, je dirais, comment est-ce que vous expliquez que il y ait chacun travaille dans sa petite case sans que nulle part il n'y ait un lieu de coordination, et par ailleurs que personne n'a le réflexe de se dire ça pourrait quand même avoir un lien en dehors des procédures juridiques qui existent, etc., avec un fait important dans le pays. Et tiens, est-ce que ça ne serait pas intéressant au niveau du parquet de prendre contact avec mon collègue du parquet de Liège pour dire tiens, voilà, il y a quand même des choses intéressantes et voir éventuellement quel type de procédure mettre en route à ce moment-là. C'est vraiment comment, et c'est important pour l'avenir, comme je le disais au départ, comment peut-on assurer une coordination de manière à ce que des individus comme ça n'échappent pas, qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision. Oui, monsieur Marchandise, oui. Alors, votre question est vraiment importante parce que je pense qu'elle est autour d'un nœud. Il y a une partie de réponse que je vous ai déjà donnée, c'est que dans certaines circonstances, on pourrait imaginer de travailler sur un nom, c'est-à-dire sur Dutroux, et donc de rassembler tous les éléments d'information qui concernent Dutroux. Mais il y a aussi quelque chose qui a trait au découpage des arrondissements judiciaires, qui fait que nous n'avons pas de travail transversal. Les arrondissements judiciaires sont découpés et la structure est hiérarchique. Et je pense que les magistrats de terrain sont persuadés de la nécessité d'une transversalité. Il est clair que si nous avions régulièrement des rencontres entre les magistrats spécialisés, par exemple en matière de maltraitance, entre les magistrats de Liège, de Charleroi, de Bruxelles, je pense que des circulations d'informations se feraient beaucoup mieux. Et un des problèmes est la circulation d'informations. Alors dans l'affaire Othello, s'ajoute aussi l'ambiguïté de la notion de confidentialité de l'opération qui laisse entendre que ce document ne doit pas circuler partout. Le procureur du roi doit le traiter lui-même ou un magistrat qui le désigne. Et évidemment, il y a un réflexe chez ce magistrat de se dire l'information que j'ai, je dois la garder pour moi, je ne peux pas la diffuser n'importe où. Alors, peut-être que le jour où nous serons, et j'en ai dit un mot il y a un instant, le jour où nous serons vraiment informatisés, où il ne faudra pas pour n'importe quelle opération de vérification obliger un employé à faire des vérifications manuelles, changer de bureau et qu'on pourra à partir d'un clavier simplement vérifier, avoir une fiche. Et sur la fiche, il apparaîtra « Attention, opération secrète Othello ». Le magistrat qui verra ça sera alors en mesure d'aller voir le procureur du roi en disant « Voilà, moi j'ai un nom sur lequel je travaille et je m'aperçois que sur ce nom, il y a une opération secrète. Est-ce que je puis avoir l'information ?» Ce jour-là, je pense qu'on améliorera ce qui est un des gros problèmes, c'est le fait de la circulation d'informations. Et alors, vous demandez qui a tout, qui a tout. Là, je pense qu'à huis clos, je pourrais vous donner un peu plus de précision sur qui avait tout. Alors, une deuxième... Est-ce que je peux rappeler au fait quand nous posons des questions que nous devons essayer de ne pas rentrer dans des conclusions peut-être provisoires. Je comprends votre... Non, mais c'est pour... Voilà. Le deuxième élément, puisqu'on cherchait, en fait, c'est ce qui nous a été dit, on cherchait à cerner mieux les informations qu'on détenait sur Dutroux. Pourquoi alors n'a-t-on pas, en dehors uniquement des perquisitions dont on peut se poser les questions comment elles ont été réalisées, mais ça c'est un autre problème, pourquoi n'a-t-on pas profité du fait que Dutroux était détenu pour en savoir plus? Est-ce qu'on l'a interrogé est-ce qu'on n'en a pas profité pour essayer de savoir plus sur ce que faisait Dutroux puisqu'il était détenu?
Il est interrogé sur précisément les enlèvements et les informations que contenait l'opération Othello. Savoir plus via des auditions ou via d'autres moyens je pense, d'examen des comptes, si etc. je tronçonne bien le dossier comme il l'a été, je pense, à Charleroi, Monsieur Legros vous a dit à juste titre que si on pose des questions, si on avait posé la question du trou, tiens, un informateur dit que vous aménagez des caches et que vous avez des projets d'enlèvement, on pourrait bien imaginer que Dutroux ait dit, mais écoutez, on raconte n'importe quoi sur mon compte, venez voir chez moi, vous ne trouverez rien. Et le fait de l'amener lors des perquisitions? L'amener lors des perquisitions, oui. On aurait surtout été, nous le savons, on aurait plutôt été à Marchiennes-au-Pont, puisque l'un des deux informateurs signale que c'est à Marchiennes-au-Pont que probablement on aménage les caches. On aurait été à Marchiennes-au-Pont et il aurait donné des explications de transformation de travaux dont on n'aurait pas pu dire qu'elles n'étaient pas crédibles ou qu'elles laissaient penser qu'il y avait lieu à autre chose. C'est vrai que si on avait travaillé comme vous le dites, on aurait été à Marchiennes-au-Pont et on serait donc passé à côté de Marcinelle. Collègue Minguin, et après, collègue de Crolly. Monsieur le Président, selon le témoignage, si je puis dire, d'un membre du parquet de Charleroi à Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, fin du mois d'août 95, il y a eu, à la suite du rapport Othello du 25 août, une réunion interne au parquet pour apprécier les conséquences de ce rapport. En avez-vous été informé? Il faudrait que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Il y a dans l'audition de Madame Favero, si je me trompe, auprès de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, la constatation qu'il y a eu, fin du mois d'août, une réunion interne au parquet de Charleroi pour faire le point sur le suivi à réserver au rapport Othello. Fin août 95 95. Il faudrait que vous me selon disiez le témoignage... Ça ne me paraît pas être dans le rapport Velu. Et j'ai pourtant lu, lu le rapport Velu. Ce fait ne vous est pas connu, ce fait ne vous est pas connu. Madame Robert aurait même mis fin à ses vacances de manière précipitée. Mais non, il était de service la deuxième quinzaine du mois d'août, donc elle n'a pas mis fin à ses vacances, elle était là. Vous serez revenu? Non, elle était là la deuxième quinzaine du mois d'août et à partir du mois de septembre, comme chaque magistrat du parquet de Charleroi, elle a repris ses fonctions. Donc il n'y a pas eu de réunion interne pour vous, fin du mois d'août, au sein du parquet pour faire l'évaluation du rapport Othello? Non. Collègue de Crolly et puis collègue Morio. L'audition de Favaro. Je voudrais revenir un instant sur cette hypothèse des protections, Monsieur le procureur du Roi. Moi, je prends bonne note de ce que vous avez affirmé avec force il y a un instant. L'hypothèse de protection ne tient pas ni au niveau policier, ni au niveau magistrature pour ce qui concerne Charleroi. Dont acte, et c'est certainement dans les deux colonnes que nous avons à avoir en permanence en tête quand nous faisons notre travail, quelque chose qui doit s'inscrire à décharge par rapport à l'hypothèse de protection. Mais je voudrais avoir votre avis quand même sur une série de questions que je me pose par rapport à cela. Vous nous dites rien dans la magistrature, rien dans les services de police carolorégien. Je ne reviens pas sur la remarque que le collègue Erdekens a fait tout à l'heure à propos de ce membre de la police judiciaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait un système de protection qui ne mette pas nécessairement en œuvre de manière active tel magistrat de Charleroi ou tel membre d'un service de police carolorégien, mais qui fasse de tel homme ou de telle femme l'objet de pression, de chantage, de menaces telles qu'à un moment donné, même s'il n'y a pas protection, objectivement, les choses se passent comme s'il y en avait. Je pense par exemple à la situation du service qui s'occupe de la révocation des libérations conditionnelles au parquet de Charleroi. Il est décrit dans différents interrogatoires auxquels vous répondez dans le cadre du rapport Velu, que finalement ce service disposait d'une marge d'appréciation et d'autonomie extrêmement importante liée à la qualité du travail fourni, à la confiance qui lui était faite, soit, mais pouvez-vous exclure qu'à ce niveau-là, par exemple, qui n'est pas celui d'un magistrat ni d'un policier, il ait pu y avoir à un moment donné des mises sous pression telles que finalement on ne soit pas en mesure d'y résister.
a fortiori dans un pays où on a déjà mis des magistrats sous protection ou des policiers sous protection. Est-ce que cette hypothèse-là portant sur un fonctionnaire de votre parquet est à exclure automatiquement et définitivement? Oui, monsieur Marchandise. Oui, alors c'est une question de haute psychologie, parce que c'est vrai que il faudrait que je puisse... Il est psychologue, hein, notre collègue. Excusez-moi? Il est psychologue, notre collègue. D'accord. Non, mais votre question est tout à fait pertinente, mais je ne suis pas, moi, psychologue, je suis tout de même criminologue, et je pense que je pourrais me rendre compte si un employé avait un comportement relativement bizarre, s'il faisait l'objet de pression. Mais je peux vous dire que la responsable du bureau, Madame Magnier, pour ne pas la citer, est une personne que je connais depuis longtemps. Et c'est une personne qui a une rigueur et un souci de perfectionnisme extraordinaire. Alors, de là imaginer qu'une employée comme elle puisse faire l'objet de pression, c'est pour moi tout à fait inimaginable. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, je profite de votre question pour dire qu'elle fait une suggestion qui est intéressante. Elle m'a dit, en attendant le tribunal d'application des peines ou en attendant éventuellement une modification législative, pourquoi est-ce que les services de la tutelle pénitentiaire ne transmettraient-ils pas systématiquement tous les rapports de visite dont vous parliez, madame, au parquet? Et ça permettrait éventuellement au parquet alors de vérifier s'il n'y a pas à l'occasion peut-être besoin de faire intervenir le garde champêtre du coin ou le policier local ou éventuellement un gendarme. Parce qu'actuellement, les rapports de guidance pénitentiaire sont envoyés à la prison. Ils sont stockés parce que la prison ne sait rien en faire et la prison ne peut pas les transmettre au parquet. Or, en matière de défense sociale, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons tous les rapports de guidance sociale et Mme Magnier fait la suggestion de dire en matière de libération conditionnelle pourquoi est-ce que le parquet ne reçoit pas tous les rapports de tutelle pénitentiaire qui nous permettraient éventuellement, soumis au magistrat responsable du dossier de libération conditionnelle, de prendre attitude. Mais donc, moi je verrais bien si un magistrat que nous fréquentons d'ailleurs dans un parquet, nous sommes une trentaine et nous nous voyons tout le temps. Je pense qu'un magistrat qui ferait l'objet de pression, je ne suis pas psychologue, M. de Crolly, mais je pense que je sentirais bien qu'il y a chez un collègue des attitudes un peu particulières. Chez un employé, c'est un peu plus difficile, mais je parle des employés du 3e bureau et ceux-là, je les connais bien. Là, je pense que c'est... Enfin, ça me paraît tout à fait inimaginable. Collègue Morio. Monsieur Marchandise, tout à l'heure, vous avez parlé de la bataille de Waterloo en disant que vous n'avez pas prévoir l'issue au matin de la bataille, mais Napoléon savait très bien que si Grouchy n'arrivait pas, c'est ce qui allait se passer. Et donc, la question que moi je voudrais vous poser, c'est que lorsque, au mois de mars 1994, monsieur allait écrit au ministère pour demander d'urgence si le suivi de Dutroux se fait correctement, il nous a été dit par le ministre de l'époque d'ailleurs qu'on avait répondu pro formo, comme vous l'avez dit, mais qu'on avait demandé de tenir informé. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas tenu informé, il n'y a pas eu de contact. Alors c'est ça que je ne comprends pas, parce que quand même à ce moment-là, même le juge d'instruction Laurent sait qu'il y a eu des perquisitions, qu'on a saisi 4 tonnes de matériel, dont notamment des scanners avec fréquence de la police, quand même pas monsieur tout le monde. On sait qu'il fréquente peut-être pas des ex-détenus, mais certainement des personnes assez curieuses, puisque c'est un dossier dans lequel il y aurait 16 co-auteurs. Donc, il y a quand même une série d'éléments qui pourraient remettre en cause la liberté conditionnelle. Peut-être que le ministre ne le ferait pas. Mais pourquoi n'informe-t-on pas alors qu'il y a une demande du ministère? Oui, enfin, alors la question nécessite pour moi un minimum d'explication. Vous dites très bien à ce moment-là, le juge d'instruction sait ce qu'il y a dans son dossier. Le parquet ne le sait pas encore. Parce que le parquet ne le saura que quand il aura reçu le dossier de l'instruction clôturé par l'ordonnance de communiqué du juge d'instruction. Mais ça me donne l'occasion d'expliquer tout de même quelque chose. C'est qu'au parquet de Charleroi, et M. de Fournier aurait pu d'ailleurs déjà le dire, au parquet de Charleroi, la distribution et l'attribution à un magistrat du parquet des dossiers d'instruction se faisait anciennement suivant un système relativement incohérent. C'est-à-dire la personne qui mettait à l'instruction était le titulaire, et puis des dossiers s'ajoutaient, et quand le dossier était clôturé, on vérifiait quel était le magistrat qui avait mis le dossier le plus ancien à l'instruction, et c'est lui qui en avait l'attribution.
Alors ça, c'était évidemment incohérent. Aujourd'hui, mais déjà avant le départ de M. de Fourny, le système a changé. Celui qui met un dossier à l'instruction, mais c'est donc après, c'est autour des années 94, c'est lui qui suit le dossier jusqu'au bout. Et s'il doit joindre à une instruction des faits nouveaux, c'est lui qui apprécie s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu de les joindre. Et donc c'est lui qui est, si vous voulez, alors un peu le correspondant officiel et qui ne change plus avec le juge d'instruction. Maintenant, je dois vous dire que le nombre de dossiers fait que pour tous les dossiers, la correspondance entre le juge d'instruction, la transmission d'informations entre le juge d'instruction et le magistrat de parquet ne sait pas se faire de la manière la plus parfaite possible. On essaye de le faire pour les grosses affaires. Le substitut qui sait qu'il a mis à l'instruction le dossier et qui va l'avoir en retour, essaye de garder le contact avec le juge d'instruction pour savoir comment évoluent les choses. Mais je dois vous avouer que pour les dossiers moins importants, même si il concerne quelqu'un qui a commis des faits extrêmement graves, cette circulation d'informations n'est pas toujours la meilleure. Mais à l'époque, pour le juge d'instruction, c'était même presque impossible de savoir quel était le substitut qui était en charge réelle de ce dossier-là. Donc, au moment de la lettre de M. Allais, le juge d'instruction Laurent sait des choses que le parquet ne sait pas. Donc, ou pas encore. Pas encore, mais c'est le parquet qui est chargé de suivre l'évolution de la liberté conditionnelle, comme vous l'avez dit. C'est là qu'il y a manifestement un couac assez énorme. Il y a des choses à améliorer, c'est bien ce que j'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu. Mes chers collègues, je constate qu'à 6 reprises, M. Marchandise a demandé que nous entrons à huis clos, mais je crois que vous avez encore une dernière question. Oui, attendez, oui, le juge Laurent a dit, vous avez parlé tout à l'heure du dossier de l'INAMI, mais le juge Laurent, lui, avait dit qu'à un moment donné, on avait voulu plonger dans son dossier sur les problèmes de l'INAMI et qu'il avait reporté à plus tard. Alors, de quelle enquête s'agit-il? Parce que moi, je ne... Alors, il est clair que l'INAMI, à propos du dossier 93, l'INAMI a demandé à avoir connaissance des informations contenues dans le dossier de M. Laurent. Vous avez entendu que M. Laurent ne souhaitait pas qu'on y touche. Quand le dossier a été communiqué, la demande de l'INAMI a fait l'objet d'un avis au procureur général qui a dit d'accord pour transmettre l'essentiel du dossier à l'INAMI. L'INAMI a eu connaissance du dossier et l'INAMI a pris des sanctions administratives à l'égard de M. Dutroux puisqu'il a été privé d'un certain nombre de versements. Et il y a encore, parce qu'il y a en plus des amendes administratives qui ont eu cours, l'INAMI a dénoncé officiellement un travail frauduleux qui fait l'objet d'une procédure pénale encore en cours. Donc il y a eu une suite par rapport à l'INAMI. Okay. Oui, collègue Mario. Encore deux questions, deux petites questions. Est-ce que vous avez été au courant, M. Marchandise, de la réunion du 9 août 95? 95. Ah, mais justement, voilà. Ça, si vous pour voulez... le huis clos, ça. Ah oui. Pour le huis clos. Et alors, dernière question, est-ce qu'il est vrai que dans le dossier d'Aubé, le 6 décembre, la PJ a interrogé Dutroux, qu'il y aurait eu un prélèvement de cheveux et qu'on n'en a rien fait? Alors, je répondrai aussi partiellement à huis clos, mais sur cet élément, je peux dire que ces cheveux existent toujours et ils ont fait, par un autre biais, l'objet d'une expertise scientifique. Merci. Oui, Madame Herzé. La toute dernière. Oui, Monsieur le procureur, ça a fait l'objet d'interpellation, mais je n'ai pas eu la réponse puisque nous étions en commission, je n'étais pas en séance plénière. Après les faits dramatiques de 96, est-ce que vous avez ou pas demandé la libération conditionnelle, la révocation de Dutroux? Si oui, oui, et sinon, pourquoi? Après les faits de 96? Oui, après, oui. Alors, là, les choses sont relativement claires. C'est le ministère de la Justice, par une procédure exceptionnelle, qui a demandé au procureur du roi de Charleroi son avis sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle. Nous sommes le 23 septembre. Le courrier est arrivé du parquet général au parquet de Charleroi le 4 octobre. J'aurais pu faire, mais ça me paraissait tout de même impossible, j'aurais pu simplement dire au ministère, lisez comme moi les journaux et vous verrez que la révocation de la libération conditionnelle de M. Dutroux est justifiée. J'ai écrit au procureur du roi de Neuchâteau pour demander des précisions sur les motifs d'inculpation. Et M. Bourlet m'a répondu, c'est pas sans importance, il m'a répondu que M. Dutroux était en aveu d'avoir commis 6 enlèvements et un assassinat. Vous avouerez que sur le plan de l'inconduite, il s'agit manifestement des faits d'une importance fort différente de ceux de la séquestration de fin 95. Et j'ai reçu cette information le 14. Le 15 octobre,
j'ai envoyé au parquet général mon avis qui concluait à la révocation de la libération conditionnelle. Et j'en profite pour dire que mon avis était signé. Alors, si mon avis n'est pas arrivé signé au ministère, c'est par une simple erreur administrative du parquet général et je ne peux pas lui en vouloir. Il faut savoir que tous les courriers que le procureur du roi envoie au parquet général sont doublés de 2 copies non signées. Ah oui. Le parquet général a envoyé une copie non signée au ministère et évidemment, ça a retardé les choses. Mais dès le 15 octobre, mon avis concluait à la révocation de la libération conditionnelle qui est intervenue alors seulement le 26 novembre. Et l'initiative, vous ne pouviez pas le faire, monsieur le procureur. Il fallait attendre que le ministre le demande. J'aurais pu le faire d'initiative, mais comme le parquet de Neuchâtel aurait aussi pu le faire d'initiative. Non, mais c'est une simple question que je... Mon Dieu, il y avait 23 jours que j'étais rentré de mes courtes vacances. Mais c'est quand même une procédure fort lourde. C'est une procédure. Maintenant que vous l'expliquez avec les dates, oui. L'aller-retour... C'est la hiérarchie, monsieur le Président. Oui, je l'admets que c'est la hiérarchie, mais en 1996... Il me semble que c'est hors du temps. Nous passons au huis clos.